Hello, ok. Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être aussi nombreux ce soir. Ceci est une conférence co-organisée par trois réseaux d'économistes, deux Belges et un Français. Côté belge, il y a donc le collectif Rethinking Economics qui est à la base un réseau d'étudiants assez insatisfaits avec la façon dont on enseigne l'économie aujourd'hui dans les universités. Et qui essaye de proposer diverses solutions pour donner plus de place aux alternatives qui existent aujourd'hui. À côté, on a le réseau Econosphère, donc, qui est un réseau d'économistes, sociologues qui essayent dans le débat public, faire valoir des alternatives au néolibéralisme et aux politiques, à l'agenda politique néolibéral. Et enfin, il y a donc les économistes atterrés, qui sont un collectif d'économistes français représentés par Anaïs Engel ce soir, qui mènent le même genre de combat en France et qu'on a donc voulu inviter ce soir pour pouvoir nous parler de ce qui se passe en France avec la réforme des retraites et plus généralement pour avoir une réflexion sur ce qui se passe en Europe. Donc je ne vais pas faire une introduction interminable, je vais très vite passer la parole aux intervenants, je vais vous les présenter brièvement. En premier lieu, il y a Jean-Christophe Defraigne, qui est professeur d'économie à l'Université catholique de Louvain. À sa gauche, Anaïs Engel, qui est donc maîtresse en économie, maîtresse de conférences en économie à l'Université de Rennes. Verven Angeli, qui est la porte-parole de l'Union syndicale solidaire en France. Et ici à droite, il y a Jean-François Tamellini, qui est secrétaire fédéral de la FGTB. Et dans ce siège vide, on attend encore Youssef El Othmani du service d'études de la CSC. Donc voilà, je vais passer la parole à Jean-Christophe Defraigne. Bon alors, ici j'ai quand même, pour ceux qui ont eu le temps de le lire, repris quelques citations du mouvement ouvrier, donc du Parti ouvrier français à la fin du 19e siècle et de la CGT, pour montrer quand même qu'à l'époque, il y avait une compréhension qu'il y avait des contradictions entre faire un système de retraite et le fonctionnement du capitalisme. Et je vais quand même ici montrer que quand on s'attaque au problème des retraites et du financement généralement de ce qu'on a appelé l'État-providence ou la sécurité sociale, les soins de santé, on nous présente en fait dans les médias qu'une partie de l'équation, en faisant bien attention à sortir quelques variables pour qu'on ne puisse pas les remettre en question. Alors en partie, c'est de la désinformation ou du manque de compétences de certains médias, mais c'est du point de vue en tout cas des économistes du secteur financier, par exemple, qui sont très en faveur des plans de capitalisation, des plans de pension complémentaires, une manière très subtile de reprendre progressivement le contrôle de toute une série du système de pension en le privatisant et en le faisant passer sous la gestion d'institutions financières. Alors en général, quand on regarde un des facteurs qui est évidemment clair, et là qui est incontestable, c'est qu'il y a un vieillissement de la population en Europe et dans la plupart des économies à revenus élevés ou intermédiaires. C'est vrai pour la Corée du Sud, pour la Chine, ça commence à être vrai pour l'Amérique latine et même une grande partie du Moyen-Orient. Seule l'Afrique subsaharienne et quelques parties de l'Asie du Sud vont encore avoir des fortes croissances démographiques. Pour le reste, en Chine, ça fait depuis 2015 qu'il y a plus de gens qui passent à la retraite que de gens qui rentrent sur le marché du travail. Et donc, dans tous ces pays-là, de l'Asie orientale, de l'Europe orientale, de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique du Nord et même de l'Amérique latine, on commence à avoir des phénomènes de vieillissement de la population qui vont continuer. Donc, évidemment, on dit, ben voilà, il y a quand même une charge sur les travailleurs actifs qui est de plus en plus élevée par ce vieillissement de la population qui fait que le pourcentage de la population élevée monte et que donc ce qu'on appelle le rapport de dépendance entre les actifs et les inactifs sont combien d'actifs sont nécessaires, enfin combien en tout cas il faut prendre le ratio entre les travailleurs actifs et inactifs, devient de plus en plus défavorable. Et donc c'est une charge sur les travailleurs actifs et sur les finances publiques. Vous pouvez voir ici par exemple le dernier rapport sur les scénarios de l'Union européenne en parlant de la démographie et en montrant que globalement, quelles sont les solutions qu'on envisage, plus de migration, augmenter la fertilité, augmenter la participation du marché du travail, notamment par les femmes, augmenter éventuellement
la productivité en augmentant le niveau de qualification de la main-d'œuvre. Et on nous dit que sinon, le système, évidemment, de retraite ne sera plus soutenable. Donc, les solutions préconisées et adoptées généralement dans les pays de l'OCDE, mises en avant par la plupart des économistes, mises en avant par la presse, c'est retarder l'âge de la retraite. Et donc là, on voit évidemment toutes les mesures qui ont déjà été prises dans plusieurs États européens. Évidemment, ça, c'est pas tout à fait juste, parce qu'il est évident qu'on ne va pas tellement retarder l'âge de la retraite. Il y a toute une série de secteurs où un travailleur de 62 ans n'a pas beaucoup de chances de retrouver un emploi. Et toutes les études montrent qu'il est de plus en plus difficile pour quelqu'un d'âgé, de passer la barre de 50 ou de 55 ans, de retrouver un travail dans une entreprise. Effectivement, on envisage une entreprise dans le secteur bancaire, par exemple, qui est en train d'informatiser. Si on fait passer l'âge de la retraite à 67 ans, par exemple, ou à 70 ans, quelle est la chance de cette personne de rester dans l'entreprise alors que l'entreprise, en fait, va devoir la payer plus cher à cause de son ancienneté? Et en plus, cette personne, on peut juger qu'elle pourrait avoir des problèmes de santé à partir d'un certain âge plus important, qu'elle aura peut-être plus d'absentéisme. Ce n'est pas toujours vérifié, mais c'est en tout cas, on peut penser que certaines organisations patronales vont raisonner de cette manière-là. Et donc, il est très probable qu'elles vont engager des jeunes travailleurs qui seront dans des positions très précaires, d'autant plus qu'il y a toute une série d'aides qui sont fournies par de plus en plus d'États pour engager des jeunes travailleurs et par là même changer le contrat de travail et utiliser plutôt des intérimaires ou des travailleurs à temps partiel ou des travailleurs plus précaires. Donc je pense que quand on explique aux gens qui vont travailler plus âgés, dans un contexte où il y a encore un certain chômage, ça paraît peu crédible de voir que des travailleurs vont réussir à être embauchés jusqu'à 70 ans dans toute une série de secteurs. Ce qui est plus probable, c'est qu'il n'y ait pas des gens qui travaillent plus longtemps, mais un nombre plus important de vieilles personnes qui n'arrivent pas à cotiser 40 ans ou 35 ans pour avoir des pensions complètes, et donc qui vont terminer des pensionnés avec pension incomplète, et donc qui seront pauvres. Évidemment, pour un gouvernement, c'est plus facile de dire qu'on va devoir travailler plus longtemps. C'est peut-être pas facile à dire, mais c'est plus angoissant s'il devrait dire qu'un certain nombre de pourcentages croissants de la population va tomber dans la pauvreté et va connaître une fin de la vie qui sera caractérisée par une précarité sociale très importante, parce qu'une pension non complète pourrait retomber en dessous des revenus minimums d'insertion. Donc, ça, évidemment, retarder l'âge de la retraite, ou si on veut faire diminuer la part de travailleurs ayant droit à une pension complète, ce qui est quand même plutôt la traduction dans le monde réel que ça risque de donner, c'est évidemment une des premières solutions. S'ouvrir davantage à l'immigration, mais ça, on sait que ça devient de plus en plus difficile de mettre en avant, puisqu'en Europe et aux États-Unis et au Japon et dans d'autres, toute une série de partis populistes d'extrême droite commencent à gagner du terrain et préconisent comme seule solution à la crise du capitalisme et à la dégradation du pouvoir d'achat de toute une partie des salariés de fermer les frontières. Et donc politiquement, on voit déjà la Commission européenne avec Van der Leyen changer un peu son discours sur l'immigration, être beaucoup moins ouvert qu'avant. On voit évidemment les effets du CDU en Allemagne suite à la vague migratoire qu'il y a eu en 2015-2016. On voit le Brexit, on voit le mur de Trump. C'est évidemment une option qui va être moins mise en avant, mais qui effectivement pourrait solutionner en partie le problème si on avait plus de main-d'œuvre, surtout que la seule partie qui va continuer à avoir une explosion démographique, c'est l'Afrique subsaharienne. Et avec le réchauffement climatique, on s'attend à ce que des centaines de millions de gens dans des pays de l'Afrique sahélienne ou autres, en fait, seront poussés en dehors des campagnes vers des villes, dans les secteurs informels qui ne sauront pas les accueillir, ce qui veut dire des instabilités, des troubles très graves s'ils ne peuvent pas immigrer dans d'autres parties du monde. Troisième possibilité, accroître la productivité par l'éducation et les investissements en recherche et développement. Ça paraît la solution la plus sympathique, la plus facile. On n'a qu'à augmenter. Le problème, c'est qu'en Europe, toute une série d'États suivent des politiques d'austérité. Et si je prends la Grèce, la Roumanie, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, qui ont tous subi des politiques d'austérité très dures, il y a moins de dépenses en recherche et développement aujourd'hui qu'en 2008. Parce qu'évidemment, leurs universités ont fermé, parce qu'on a réduit les salaires de professeurs, parce qu'on a coupé des budgets de recherche. Et alors, on va en parler, mais malheureusement, le secteur privé, lui, on va voir qu'il pourrait investir plus en recherche et développement, mais généralement,
il préfère réinvestir pour acheter ses actions et spéculer sur les titres de bourse, comme certains chiffres vont vous le montrer. Alors, pour vraiment pouvoir défendre les retraites face aux attaques pour le moment de la bourgeoisie, face à ces retraites, puisque l'idée ici, c'est globalement d'essayer de réduire le coût du travail en réduisant les cotisations des travailleurs, c'est aussi pour le secteur financier, comme il a déjà fait aux États-Unis et dans plusieurs pays anglo-saxons, de reprendre une partie du contrôle des caisses de pension et des fonds de pension pour pouvoir les utiliser de manière privée ou d'encourager la constitution de pensions complémentaires par capitalisation. Et évidemment, on a pu voir encore les petites polémiques qu'il y a eu autour de BlackRock et du président Macron qui a donné la Légion d'honneur à justement un des représentants d'un de ses plus grands fonds d'investissement, qui aussi avait travaillé sur la question des pensions en France juste avant. Donc c'est quand même... Voilà, on sait en tout cas qu'il y a toute une série d'institutions financières qui seraient très heureux d'avoir évidemment les fonds d'épargne des retraités pour pouvoir les utiliser dans leurs opérations financières et évidemment charger les services en question. Alors, le problème, c'est que ce dont on parle, c'est on dit, voilà, il y a un vieillissement de la population, et ce vieillissement de la population est tel qu'il n'y a pas assez pour les actifs. Alors, le problème, c'est que on ne parle pas, en fait, du vieillissement de la population par rapport à la capacité des travailleurs de créer des richesses, c'est-à-dire par rapport à la productivité des travailleurs. Si on ne regarde que la productivité des travailleurs, la situation n'est pas si catastrophique. On a des gains de productivité qui sont assez importants. Le problème, c'est que les retraites ne sont pas financées sur la richesse créée dans nos économies. Elles sont financées sur la part de la richesse qui va au salaire. Or, comme la part de la richesse qui va au salaire est de plus en plus faible depuis 20 ans, eh bien évidemment, les retraites, en fait, sont de plus en plus en difficulté. Et ça, c'est parce qu'une part croissante de la richesse créée va aux actionnaires, c'est-à-dire aux entreprises, sous la forme de dividendes. Alors, ces chiffres sont très clairs. Hein. Ça, ici, vous avez le salaire minimum horaire américain pour les gens peu qualifiés. Son évolution depuis 68 en dollars constants de 96. Donc, vous voyez ici un effondrement d'à peu près 40%. Et une déconnexion complète entre le taux de croissance médian américain, donc le salaire du travailleur au milieu. Vous voyez ici les gains de productivité en rouge et la croissance annuelle du salaire en bleu. Donc non seulement ça ne suit plus la productivité, mais depuis 2000, il y a même eu une baisse effective du salaire médian, pas seulement du salaire minimum. Et ça, évidemment, qui récupère la différence? C'est les entreprises. Elles font effectivement plus de profits grâce à ça. Les tendances sont les mêmes en Europe. Ici, c'est pour 11 États membres, où on voit au départ qu'il y avait des productivités qui étaient... En fait, les gains de salaire, quand les travailleurs étaient bien organisés en période de plein emploi, étaient plus combatifs et donc arrivaient à avoir même des gains de salaire qui augmentaient plus vite que la productivité, faisant par là baisser les profits. Mais depuis les dernières décennies, il y a de moins en moins de gains de salaire et il y a un écart de plus en plus important entre la productivité et les salaires. Ça se traduit dans tous les pays de l'OCDE par une part des salaires dans la valeur ajoutée, donc si vous voulez dans la richesse créée, dans le PIB, qui ne fait que baisser partout dans tous les pays. Alors il y en a qui disent « Ah non, c'est l'exception française ou l'exception belge ». Parce qu'on a toujours ça, les autres sont plus compétitifs, on est vraiment les derniers. Non, en fait, c'est une tendance générale partout qui s'exprime, parce que partout, dans tous ces pays-là, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Europe, on a une précarisation du marché du travail, on a une augmentation de l'intérim, des temps partiels, et on a aussi une baisse des fois de la syndicalisation, notamment aux États-Unis, qui a eu des conséquences assez dramatiques sur le monde du travail. Alors, une autre chose qu'il faut noter, c'est qu'en plus, sur les bénéfices que font ces entreprises, qui reprennent aux travailleurs toute une partie de la valeur ajoutée créée, ces entreprises jouent des concurrences fiscales en se proposant d'aller d'un pays à l'autre. Et donc, il y a une concurrence fiscale qui fait que l'impôt sur les sociétés, qui devrait peut-être reprendre à la société une partie de ses bénéfices pour financer, par exemple, les pensions ou la sécurité sociale, eh bien, les entreprises doivent de moins en moins contribuer parce que l'impôt des sociétés baisse. Les gens peuvent toujours
s'étonner des tweets de Trump, mais Trump a fait baisser l'impôt des sociétés de 35 à 20%, ce qui va ramener considérablement d'argent dans la poche des actionnaires et aggraver beaucoup plus gravement le déficit public américain et la capacité de faire des biens publics aux États-Unis. Et depuis qu'il l'a fait, plusieurs pays européens disent qu'il est, pour des raisons de compétitivité internationale, l'Europe doit suivre les réformes de Trump. Alors, bon, ici je vous donne quelques chiffres qu'on peut d'ailleurs trouver dans le rapport de Piketty, Saez et Zucman sur les inégalités sociales, pour vous montrer quand même que depuis les années 70, on a progressivement, en fait, un niveau de taxation qui baisse un peu chez les riches alors qu'il augmente chez les gens les plus pauvres. Et ici, bon, vous trouverez aussi quelques statistiques pour ceux qui veulent, entre évidemment l'évolution du salaire minimum réel et le taux de syndicalisation qui a baissé aux États-Unis avec de plus en plus de délocalisation dans des endroits où les syndicats étaient peu représentés ou des codes du travail qui font un marché du travail de plus en plus flexible. Alors, parallèlement, c'est ce qui est un peu... Quand on regarde ce que font les entreprises avec cette part de la valeur ajoutée qu'elles ont réussi à prendre de plus en plus aux travailleurs de ces 30 dernières années, l'espoir, c'est qu'effectivement, elles, peut-être, vont investir en recherche et développement et augmenter la productivité de façon à rendre le vieillissement de la population soutenable. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, l'investissement net par rapport aux profits retenus depuis les années 2000, vous voyez que l'investissement net ne progresse pas alors que les profits progressent très rapidement. On voit qu'une grande partie, l'investissement net ici, à partir des années 2000, est plutôt à la baisse. Par contre, ce qui monte, c'est le rachat d'actions et les dividendes. C'est-à-dire que les entreprises ne vont pas réinvestir pour créer des nouveaux emplois ou améliorer la productivité de leur processus de production, mais vont essentiellement de plus en plus utiliser leurs bénéfices pour se racheter des actions. Alors à quoi ça sert de racheter ses propres actions ? Ça sert à deux choses. D'abord, les dirigeants d'entreprises capitalistes sont rémunérés par rapport à la valeur de leurs actions, ils sont payés en stock option ou autre, donc c'est directement du cash pour eux. Et là, je parle de plusieurs dizaines de millions de dollars par an par patron. Et puis la deuxième chose, c'est que ça évite que votre concurrent vous rachète. Si vos actions sont très élevées et que vous êtes Microsoft, vous n'avez pas peur qu'Amazon fasse la main basse sur Microsoft. C'est-à-dire qu'en rachetant le cours de ses actions, on rend le rachat de son entreprise, voilà, une tentative d'OPA hostile, beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteuse. Des gains de productivité qui ont été faits ne servent pas à l'entièreté de la population pour développer plus de services de santé ou des pensions décentes. Elles servent essentiellement dans de la spéculation financière et du rachat d'actions. Alors ici, je vous ai montré, parce que c'est toujours des choses qu'on dit, il faut être plus high-tech que les grandes firmes high-tech. Bien, regardons IBM, HP, Apple, Pfizer, Boeing, Walmart, Alphabet, Amazon, Tesla. Et vous verrez qu'à peu près, à part Amazon, la plupart d'entre elles font relativement peu d'investissement par rapport aux profits après impôt. La grande pharmaceutique Pfizer, vous voyez que l'investissement baisse. Vous voyez dans le cas de Apple que l'investissement est relativement stagnant par rapport aux profits. HP, c'est en baisse. IBM, c'est en baisse. Donc, en fait, ces entreprises prennent une part de plus en plus grande du PIB. Elles ne contribuent pas, elles, cette partie, au financement de la sécurité sociale et des pensions. Elles contribuent essentiellement à stimuler les activités financières dont on connaît les résultats. Alors évidemment, une autre chose qui est évidemment à noter, c'est que les bénéfices de ces entreprises échappent de plus en plus au contrôle des États à travers un mécanisme qu'on appelle le transfer pricing, c'est-à-dire la capacité d'une multinationale de faire jouer les prix internes du commerce intra-firme pour faire apparaître les profits dans des pays où il n'y a quasiment pas d'impôts. Par exemple, Amazon France n'a presque pas de profit. Il faut croire, voilà, il y a personne qui achète sur Amazon en France. Si, il y a plein de gens qui achètent. En fait, Amazon France loue la marque Amazon à Amazon Luxembourg. Et presque tout, en fait, les marges bénéficiaires d'Amazon France passent ainsi au Luxembourg. C'est du transfer pricing. Ce n'est pas un phénomène marginal, parce qu'ici, 3 économistes du Fonds monétaire international, pas vraiment des gauchistes, ont publié l'année passée
une analyse, il y a quelques mois, qui a montré que pour eux, il y a une part de plus en plus croissance dans les investissements directs étrangers, c'est-à-dire la création de filiales par des firmes multinationales. Et ils ont dit, voilà, la part fantôme devient de plus en plus importante. Ce qui va perdre la part fantôme, c'est des filiales fictives pour faire disparaître les profits dans les paradis fiscaux. Des groupes comme Kering en France ou comme Gucci en Italie, la filiale de Kering, ont par exemple des fausses unités de transfert de production en Suisse. Et elles font semblant comme ça de faire des activités en Suisse. En fait, elles n'en font pas. Elles transfèrent simplement les choses pour créer de la valeur ajoutée en Suisse, où elle sera moins taxée qu'en Italie ou en France. Et donc, ça veut dire que cette part de l'argent qui va aux actionnaires, aux multinationales, et qui ne finance plus cette sécurité sociale, puisque la part des salaires, elle baisse, eh bien, en fait, elle n'est pas vraiment utilisée par l'État, puisque l'État n'arrive plus du tout à la récupérer, puisqu'on a un système de moins en moins redistributif grâce à cette fraude fiscale organisée en masse par les grandes multinationales. Alors, parallèlement, la privatisation de toute une série de soins de santé dans des pays où le capitalisme est avancé plus vite, aux États-Unis par exemple, on voit ici, en fait, on a un système de pension, on a un système de santé publique, par exemple aux États-Unis, qui est extrêmement coûteux. Donc, Dean Baker, un des grands économistes américains, a été mis en évidence le paradoxe qu'en France, on dépensait 7,5% du PIB en soins de santé en 2008. Aux États-Unis, on en dépensait 15%, et en France, on vivait 2 ans de plus qu'aux États-Unis. Et la raison principale, c'est le fonctionnement du secteur privé des hôpitaux américains. En fait, les hôpitaux américains, sachant que vous êtes couverts par des assurances, surchargent toute une série de leurs opérations et vous font donc toute une série de batteries de tests qui ne sont pas absolument nécessaires. Et donc, il y a une partie croissante de soins de santé qui explose. Et quand on compare, par exemple, les États-Unis à des pays comme les Pays-Bas ou la France, en fait, on se rend compte que par habitant, en pouvoir d'achat, les Américains dépensent plus du double de certains pays européens, alors qu'ils ont un système qui n'est pas particulièrement efficace, mais qui est très coûteux. Mais là, évidemment, c'est logique. À partir du moment où vous avez un État qui va avoir de moins en moins de revenus parce qu'il fait de plus en plus de niches fiscales et de réduction de possibilités pour les firmes de payer de moins en moins d'impôts, et qu'évidemment, si c'est seulement les salaires qui vont financer votre sécurité sociale et votre pension, il est clair qu'à terme, vous n'avez pas l'argent pour garder un système de santé publique. En tout cas, si vous continuez dans cette logique. Et donc, évidemment, dans ce système-là où on va dépenser de plus en plus, pour l'État, ça va être de plus en plus dur de suivre de quoi payer les soins de santé et les pensions. Je voulais donc un peu revenir sur cette vision générale, parce que ça veut dire que si on veut parler des pensions, il faut parler de la manière dont, originellement, on a financé ces pensions. Pour des raisons historiques, on n'a pas financé les pensions par rapport à la richesse globale créée dans la société, mais seulement par rapport au salaire. J'en ai pour 30 secondes. Et donc, à partir de là, quand les salaires ont été attaqués à travers toutes les mesures qu'on connaît depuis 30 ans sur le marché du travail dans tous les pays de l'OCDE, eh bien, ça a été de plus en plus difficile de financer, en fait, ce système de pension. Et on ne peut pas non plus ne pas discuter de la question de la fraude fiscale internationale qui s'organise par les multinationales, puisque ça veut dire que l'État n'a évidemment plus les moyens de financer les pensions. Quand on prend ces deux phénomènes, c'est-à-dire le fait que la pension n'est pas financée par rapport à la richesse créée dans une économie, mais par seulement la partie de la richesse donnée aux salariés, et quand on prend en compte le phénomène de la fraude fiscale internationale, évidemment, on a beaucoup moins peur du vieillissement de la population. On se dit que l'argent, il y en a et qu'on peut aller le chercher. Mais pour le moment, comme vous le voyez, les médias ne parlent pas beaucoup de ces deux autres manières de financer les pensions. Merci de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Anaïs Engel. Je suis donc maîtresse de conférence en économie à l'université de Rennes 2. Et on m'a demandé en fait donc de présenter ici la réforme des retraites, ou plutôt devrait-on dire la refonte du système des retraites qui touche actuellement donc la France.
et qui est en bonne voie, malheureusement, d'aboutir. Donc commençons par déjà quelques rappels sur le système français pour pouvoir comprendre un peu. Je vais passer assez rapidement, hein, puisque ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Donc c'est un système donc actuellement, hein, par répartition, donc fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça consiste en ce petit schéma très simple, hein. On a donc une population active en emploi qui finance par des cotisations sociales, donc sur les salaires, comme on vient de le voir, les pensions de la population inactive à la retraite. Donc contrairement à la capitalisation, hein, qui consiste à individuellement faire une épargne pour soi pour plus tard. Donc là c'est vraiment maintenant, en temps réel. C'est un système qui est à prestations définies, donc ça signifie qu'en fait le montant des pensions est garanti en France, mais donc ce qui va s'ajuster pour pouvoir ajuster éventuellement bien, les dépenses, ce sont les recettes. Donc on va en fait ajuster les cotisations, ou on va ajuster les paramètres comme l'âge de départ à la retraite, etc., pour pouvoir avoir un niveau de pension défini. Voilà, donc les niveaux de pension sont garantis. C'est un système qui est économiquement viable, j'y reviendrai à la fin de mon exposé, donc effectivement c'est un point qu'on oublie souvent et qui est assez peu ancré dans nos têtes, mais effectivement c'est un système qui est économiquement fiable, il a été construit pour ça, et donc comment on fait pour pouvoir le garantir? Eh bien on ajuste les recettes au fur et à mesure. Donc en fait, parlons un peu de chiffres, là les retraites en France, ça représente à peu près 320 milliards d'euros chaque année, donc c'est quand même une somme assez conséquente, ça représente environ 14% du PIB français. Et donc là, actuellement, il n'y a pas de déficit du système, mais on nous prédit entre 7 et 17 milliards d'euros de déficit en 2025. Donc ça, j'y reviendrai à la fin, puisque c'est assez contestable là aussi. Mais en tout cas, juste pour un premier mot là-dessus, ce ne sont pas en fait les dépenses qui vont exploser. En fait, les dépenses, elles vont rester assez stables jusqu'à très très longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 2070. Ce qui bouge dans notre système, ce sont les recettes qui sont en train de diminuer, et ça, du coup, on en reparlera. Donc, en tout cas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'énormes problèmes démographiques sur la France actuellement. Parce que comme on a déjà fait des réformes assez dures sur les retraites, nous avons déjà anticipé ce problème démographique avant la réforme actuelle. Et donc c'est un système qui a des défauts, hein. Je mets toujours cette petite... Ah ben on voit plus rien en fait. Bon en tout cas c'est à la fin, j'avais même pas remarqué. Bon en tout cas donc j'avais marqué un système qui a des défauts. Non mais en fait je sais pas... Bon, c'est pas grave. Donc c'est un système qui a des défauts, donc petite ligne que j'ajoute généralement, puisque souvent donc quand je dis que donc, je m'oppose à la refonte en cours du système des retraites, on m'oppose les défauts qu'a le système actuellement. Alors je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Je pense qu'on peut sortir de la pensée binaire, et que ce n'est pas parce qu'on est contre une réforme qu'on est forcément pour le système qu'on est en train de changer. Donc, je précise au cas où. Alors, donc c'est un système qui a beaucoup de paramètres. Donc, c'est là où je vais aller un peu plus vite, peut-être, puisque c'est pas forcément les mêmes choses en Belgique. Donc, il y a donc les paramètres habituels, comme l'âge d'ouverture des droits. Donc, c'est l'âge à partir duquel on peut partir en retraite. En France, c'est actuellement 62 ans. La durée de cotisation nécessaire pour avoir une retraite à taux plein, donc pour pouvoir avoir la retraite à taux plein finalement, c'est donc 41,5 ans pour les générations qui partent à la retraite actuellement, mais ce sera plus par la suite, puisque du coup on a déjà anticipé les problèmes démographiques auxquels je faisais référence, donc cette durée augmente au fur et à mesure. On a également donc des paramètres concernant la pension de référence, donc c'est là où ça diffère beaucoup de la Belgique, à ce que j'ai pu en lire. En fait, en France, ça dépend vraiment. En gros, il y a plusieurs types de régimes, même si on prend les deux principaux, c'est-à-dire ceux pour les salariés du privé et celui pour la fonction publique. Donc dans le privé, on prend les 25 meilleures années et on y applique un taux de 50%. Alors que dans le public, on prend les 6 derniers mois de traitement et on y applique un taux de 75%. Donc là, généralement, mes étudiants ou bien les gens à qui j'en parle me disent que donc les fonctionnaires sont très avantagés. En réalité, c'est pas exactement vrai, puisque en fait, le salarié du privé ont un régime complémentaire de retraite qui compense un peu ces différences. Et en plus, dans le public, on ne prend pas en compte les primes. Donc en fait, quand on regarde les moyennes de retraite, elles sont assez similaires dans le privé et dans le public en réalité. Alors ensuite, donc ce qu'on a également, c'est qu'on a un système de décote et de surcote. Donc c'est un malus ou un bonus selon qu'on part avant ou après la durée de cotisation requise. Et donc cette décote, c'est plutôt une décote en général, elle est de 1,5% par trimestre, donc 5% par année manquante, qu'on va appliquer à cette pension de référence.
Et enfin, donc, ce ne sera pas sur mon magnifique slide, mais donc, je vous le dis comme ça, c'est donc l'âge, ce qu'on appelle l'âge d'annulation de la décote, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut partir à la retraite à taux plein, quelle que soit la durée de travailler. Et donc ça, c'est donc 67 ans. Donc à 67 ans, on a une retraite complète. Donc ça sont donc différents paramètres et aujourd'hui nous sommes donc touchés par donc une refonte de notre système annoncée par Emmanuel Macron et donc son gouvernement, enfin le gouvernement d'Édouard Philippe depuis quelques mois et donc avec deux grands piliers, c'est-à-dire d'un côté on nous annonce un équilibre financier du système et d'un autre côté on nous dit que ça va être très juste en termes de cotisation. Ok, donc on va voir un peu, on va passer ça un peu en revue. Donc sur quoi est-ce que je m'appuie alors je m'appuie sur deux sources, donc ils ne sont pas... je m'appuie d'abord sur une première source qui est donc le rapport Delevoye, qui est un rapport qui est paru en juillet 2019 et donc qui annonçait en fait la réforme à venir, donc ces différents principes, et qui a l'avantage d'être très très chiffré, ce qui n'est pas le cas des projets de loi par la suite. Et donc, deuxième source, les projets de loi, donc projet de loi organique qui modifie la Constitution française, et ordinaire, donc qui ajoute différents articles pour organiser le système. Pour le projet de loi ordinaire, j'ai pris donc la version passée en 49.3, donc qui a été publiée la semaine dernière et que j'ai pu consulter depuis. Donc, voilà. Donc, les différents matériaux. Alors, à quoi ressemble ce nouveau système que l'on nous promet ? Alors, d'après le projet de loi organique puis ordinaire, ça reste un système par répartition. Ce sont toujours les actifs qui cotisent actuellement pour les retraités. Ça ne change pas. D'ailleurs, le gouvernement affirme à plusieurs reprises son grand attachement au principe de la résistance française. Donc ça, ils le disent à de nombreuses reprises dans le projet de loi par rapport à cette question de la répartition. C'est un système qui n'est plus à prestation définie, c'est-à-dire où les pensions ne sont plus garanties, mais c'est un système où ce qui est défini, ce sont les cotisations. Donc c'est complètement différent, puisque là, on change complètement de logique, en fait. Là, on a un système où les recettes sont fixes, et du coup, les dépenses vont s'ajuster aux recettes. Donc ce n'est plus du tout la même logique de on ajuste les recettes aux dépenses. Là, c'est le contraire. On va avoir donc les dépenses qui vont s'ajuster aux recettes, en fait. Alors, donc dans la loi, donc là, il est écrit que on va tous cotiser 28% de notre coût du travail. Donc, c'est bien sûr que la part salariale qui est prise en compte. Et le coût du travail, c'est le salaire super brut. C'est donc ce qui est écrit en bas à droite. Alors, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, en bas à droite sur la fiche de paye, et donc qui correspond au coût total employeur, en fait, avec donc 17% pour les employeurs et 11% pour les salariés. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus haut qu'en Belgique, ce qui explique sûrement aussi les différences de pension entre la France et la Belgique. Puisqu'en Belgique, c'est à peu près 16% du coût du travail qui part en cotisation retraite. Mes informations sont exactes. Bien, donc du coup, c'est un système donc, par répartition, un système à cotisation définie. C'est un système qui sera donc équilibré. C'est la fameuse règle d'or budgétaire. C'est vraiment l'article 1 du projet de loi organique. Donc c'est vraiment la clé de voûte de ce nouveau système. C'est que donc on va tout ajuster en fonction des recettes. Donc à partir des recettes que l'on aura, on en déduira les dépenses. Voilà, point. Donc comme ça... on aura donc cette règle et ce qui est induit par le projet de loi, c'est donc qu'on va plafonner en fait la part des dépenses consacrées aux retraites en France à 14% du PIB. Donc ou moins, bien sûr, c'est un plafond. Donc si c'est moins, c'est pas grave. En revanche, ce ne sera jamais plus. Voilà, jamais plus que 14% du PIB. Alors pourquoi 14% du PIB ? Parce que c'est le montant actuel que l'on consacre aux retraites. Donc on plafonne au niveau actuel. Voilà. Et donc, on aura un système où, comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, les prestations correspondront exactement aux cotisations, le tout étant lissé sur 5 ans. Alors, la grande nouveauté de ce système de retraite annoncé en France, c'est qu'il s'agirait d'un système par points. Alors ça a fait l'objet d'un grand débat en Belgique. Apparemment, vous connaissez déjà un peu ce genre de système. Donc, on a en fait des points qui vont être obtenus par des cotisations et ces points vont être traduits en pension de retraite à la fin de la carrière, vont être liquidés en pension de retraite.
Donc les points vont donc être obtenus sur toute la carrière professionnelle et non plus sur les 25 meilleures années dans le privé ou sur les 6 derniers mois dans le public. Donc là, vraiment, on a tout qui est pris en compte. Et ça, c'est ce que dit souvent le gouvernement. Chaque euro cotisé rapportera le même nombre de points pour tout le monde. Donc ce qui est un principe, en fait, qui n'est pas un principe d'équité, qui est un principe, en fait, d'égalitarisme strict, où donc ça va être l'égalité pour tous les citoyens et citoyennes français et françaises. Et enfin, donc, on nous annonce également un régime qui sera universel, donc c'est-à-dire qui concernera tout le monde. En réalité, on pourrait déjà dire que le système français il est universel d'ores et déjà, puisqu'en fait tout le monde est couvert par le système des retraites. Néanmoins, donc là, simplement, ce qui change, c'est que tout le monde sera couvert de la même façon, et qu'il n'y aura plus aucune exception. Donc, le système s'appliquera à tous, sauf quand même aux policiers, aux contrôleurs aériens, au personnel navigant de l'aviation, aux marins et aux militaires, qui sont donc d'ores et déjà exclus de ce projet universel pour différentes raisons. Alors, si on parle des paramètres de ce nouveau système, à présent, j'espère que je passe trop vite, mais bon, malheureusement, dans le temps qui m'est imparti, il faut que je continue. Donc dans le nouveau système, on a donc l'âge d'ouverture des droits qui ne change pas, c'est toujours 62 ans, et donc on a toujours un dispositif carrière longue ou pénible. La pension de référence, en revanche, elle change beaucoup, puisque là, elle est calculée à partir des points obtenus tout au long de la carrière. Donc prime inclus, ce qui est un petit, entre guillemets, bénéfice pour les fonctionnaires qui ont beaucoup de primes, ce qui est en fait le cas de très très peu de fonctionnaires en réalité en France. Donc là, du coup, on a bien toute la carrière qui est prise en compte. Selon le système suivant, c'est-à-dire qu'on a des cotisations qui donnent lieu à des points, qui donnent lieu à une pension de retraite. Donc là, les chiffres que j'ai repris ici sont ceux du rapport de Levoy. Actuellement, en France, on ne sait pas du tout à combien vont être mis le nombre de points et combien va valoir un point à la sortie. Donc en fait, ça, c'est des chiffres pour l'instant très, très hypothétiques. Voilà. Et ça, du coup, on le saura en 2021, donc après le passage de la loi. Alors, généralement, dans un système par points, ce qu'on dit qui est intéressant, c'est que les gens peuvent choisir leur âge de départ. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de points, et puis vous vous dites, j'ai assez de points, du coup je pars. C'est un des avantages, on pourrait citer des régimes par points. Là, en l'occurrence, le gouvernement français a complètement catapulté ce mécanisme-là, puisqu'on va avoir un âge d'équilibre, qui est un âge, en fait, à partir duquel on peut donc vendre ses points sans décote. Mais donc, si on part avant 65 ans, eh bien, on aura une décote sur sa pension, ce qui est donc, en fait, une incitation à travailler plus longtemps, sans quoi on va avoir sa pension de retraite qui sera baissée. Donc, baissée de combien baissée de combien ? Eh bien, d'environ, de 5% par an. C'est donc le malus par rapport à la pension de référence. Alors, l'âge d'équilibre, dans la loi, ce n'est pas encore très clair. Néanmoins, si l'on suit l'étude d'impact, on en déduit qu'il va être de 65 ans pour la génération 75 et qu'il va être augmenté de 1 an tous les 15 ans. C'est-à-dire qu'on aura, par exemple, 66 ans pour la génération 90, 67 ans pour la génération 2005, et peut-être 68 ans pour la génération 2020, etc. Bon, je vous laisse faire le calcul. Pour les générations avant 75, ce n'est pas encore totalement clair, puisqu'il y a une conférence de financement qui est en train d'avoir lieu, même si, en fait, on pense que c'est un peu un dialogue de sourds, où, en fait, le gouvernement a déjà pris ses décisions et fait une consultation pour pouvoir aboutir à un recul de l'âge de départ à la retraite, en réalité, pour ces générations-là également, pour différentes raisons. Bon, alors, si on fait un bilan de cette histoire assez rapide. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit ? Eh bien, on en déduit qu'en fait, on peut dire que toutes les pensions, ou presque, vont diminuer à l'avenir en France. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça pour 3 raisons principales. Bon, il y en a d'autres, mais on va en citer que 3. D'abord, parce qu'on va prendre en compte toute la durée de la carrière. Ça signifie concrètement que pour le salarié du privé, on va ajouter dans le calcul de la retraite les 15 ou les 17 moins bonnes années. Donc forcément, quand on ajoute les moins bonnes années, eh bien, la moyenne diminue. Voilà, c'est un principe mathématique plutôt clair, je pense. Et attendu. Premièrement. Donc, deuxièmement, on va avoir un plafonnement des dépenses à 14% du PIB. Or, on l'a dit à plusieurs reprises, on attend une augmentation du nombre de retraités à l'avenir. Donc si on a le même gâteau, ou presque, parce qu'on va avoir une croissance assez faible en France comme dans tous les pays de l'Europe dans les prochaines années, avec plus de gens qui se le partagent, eh bien, ça fait des parts de gâteau plus petites pour tout le monde. Bon, là encore, c'est plutôt clair.
Troisième chose, eh bien en fait, la loi est extrêmement floue sur un certain nombre de points, notamment comment vont être revalorisés le point, justement. Donc ça, c'est un débat assez technique, mais qui est en fait exposé de manière assez floue dans le projet de loi, et également comment est-ce qu'on va revaloriser les pensions. Et là encore, en fait, il apparaît que certes, le projet de loi nous annonce que les pensions seront revalorisées sur l'inflation, mais il y a une petite incise qui est sauf si la trajectoire financière du système ne le permet pas. Donc en gros, dès qu'on n'aura pas assez de recettes, eh bien on pourra geler les pensions. Et c'est écrit noir sur blanc. Les indépendants sont assez mal couverts dans le système actuel. Bon, donc eux vont être rattachés à un système unique, d'accord. Bon. Les exploitants agricoles, peut-être aussi, puisqu'on a un problème en France de pension extrêmement basse pour ce genre de catégorie. À voir. Les cadres supérieurs, peut-être aussi, puisqu'ils vont devoir moins cotiser sur une partie de leur salaire, mais j'aurais pu mettre un point d'interrogation également là, puisqu'en fait, même eux, en fait, une partie de leurs organisations syndicales sont contre la réforme. Donc en réalité, c'est-à-dire qu'eux préféraient rester attachés au système par répartition en entier. Bon, en revanche, les grands perdants, ils sont assez clairs. Finalement, c'est beaucoup de gens. Ce sont d'abord les fonctionnaires qui prennent vraiment de plein fouet cette réforme. Ce sont les carrières fractionnées, les carrières précaires qui, en fait, sont les plus pauvres, hein, finalement. Et ce sont les salariés du privé qui, également, vont voir leur pension de retraite baisser. En fait, ça fait quasiment tout le monde, finalement, quand on résume. Bon. Est-ce qu'on va avoir la capitalisation en France? À titre personnel, je pense que ce projet de loi prépare la capitalisation sur de nombreux aspects quand on le lit en détail. Je rappelle juste qu'effectivement, le système des retraites, c'est 320 milliards d'euros par an aujourd'hui en France. Ça veut dire concrètement qu'on retire des marchés financiers, 320 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'ils passent directement des actifs aux retraités. Et donc personne ne fait de bénéfice ou de profit sur cet argent-là, qui est quand même une manne considérable. Et cet argent-là, donc si on ajoute en plus le système de santé et les systèmes en général de protection sociale en France, ça représente 750 milliards d'euros par an. Évidemment, c'est une manne qui pourrait en intéresser plus d'un, ou plus d'une d'ailleurs. Bon, ça, du coup, on pourrait en parler. Donc, dernier point, mais qui, à la limite, est plus marginal, c'est également un projet de loi dont l'étude d'impact est fausse, voire mensongère, pour de nombreuses raisons. Hein, notamment, les hypothèses qui sont faites sont très irréalistes. Et donc, à ce sujet, le Conseil d'État a fait un rapport très sévère au gouvernement sur cette question pour lui rappeler qu'il fallait être honnête lorsqu'on étudiait une loi. Alors, donc, bilan. Donc pour tuer votre chien, prétendez qu'il a la rage. Donc en fait, il y a un dicton en France, enfin en Belgique aussi d'ailleurs, j'imagine, qui donc dit que pour tuer son chien, il faut faire croire qu'il a la rage. Là, en fait, à mon sens, on va plus loin, c'est-à-dire que ce n'est même pas qu'on prétend qu'on a la rage, c'est qu'on va lui donner la rage. Donc on va voir pourquoi. Parce que c'est un projet de loi qui fait perdre beaucoup d'argent en réalité à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc la CNAV, et qui est en fait potentiellement très dangereux. C'est-à-dire que c'est un système qui non seulement fait baisser les pensions à court terme, mais qui en fait est une bombe à retardement qui les fera encore plus baisser à l'avenir. Je vais m'expliquer sur le pourquoi. En fait, dans ce projet de loi, on a deux sources de manque à gagner très importantes de recettes sur les retraites en France. On a d'abord le manque à gagner sur les hauts salaires. C'est-à-dire que les hauts salaires vont moins cotiser à partir d'un certain montant. Donc à partir en gros de 120 000 euros bruts par an, donc 10 000 euros bruts par mois, ils vont donc moins cotiser. Donc ça représente une baisse des recettes pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'environ 4 milliards d'euros annuels. Donc, bon, ça à la limite, c'est pas si grave. À la limite, c'est 4 milliards, c'est quasiment rien. Ce qui est vraiment très important dans ce projet de loi, c'est qu'on va avoir un manque à gagner énorme sur les fonctionnaires. Alors pourquoi ? Parce qu'actuellement, donc après la Seconde Guerre mondiale, il a été décidé que les fonctionnaires, enfin l'État, en tant qu'employeur public, cotiserait beaucoup plus au pot commun des retraites que les employeurs privés. Donc aujourd'hui, les employeurs privés cotisent donc à peu près 17%, hein, je l'ai montré tout à l'heure. Et donc en tout, ça fait près de 28% qu'un salaire du privé paye. Il y a 28% de cotisation sur un salaire du privé actuellement en France. Dans le public, ces taux, ils sont plutôt de l'ordre de 74%. Donc, on va avoir, avec notre système universel, où tout le monde va cotiser pareil, 28% sur son salaire, un manque à gagner d'environ 50 points de pourcentage pour tous les fonctionnaires sur les retraites. Et ça représente 45 milliards d'euros annuels de recettes en moins. Ça veut donc dire qu'en tout, on va perdre 50 milliards d'euros annuels par an, hein, j'insiste, sur les 320 milliards qu'on a, à cause de ce projet de loi.
Donc le grand gagnant est l'État en tant qu'employeur, c'est-à-dire que l'État va récupérer 45 milliards d'euros par an. Où ces 45 milliards d'euros vont-ils aller? Ce n'est pas encore du tout décidé. Donc ça ne va pas aller en tout cas en hausse de salaire. On le saurait, puisque le mouvement a été assez fort en France pour qu'on le sache. Pour l'instant, ils ont annoncé 200 millions d'augmentation pour les enseignants notamment du primaire. Donc il manque encore 44,8 milliards d'euros à répartir. Voilà. Donc avis aux amateurs, il y a une petite manne. Voilà. Donc si on a donc moins de recettes, on va avoir soit une forte baisse des pensions, encore plus forte que celle prévue, soit une baisse du nombre de retraités. Et comment on baisse le nombre de retraités? Eh bien, on augmente l'âge de départ à la retraite, inexorablement. Bon. Je conclue juste sur un dernier point. Désolé, je passe un peu les 20 minutes. Mais en plus, et le pire dans cette histoire-là, c'est pire en pire, c'est que ce projet de loi était complètement inutile. Et c'est là où on prétend que le chien a la rage, c'est-à-dire qu'on va dire, regardez le déficit, il faut réformer. C'est un argument extrêmement puissant en politique de montrer un déficit du doigt et du coup après de faire passer des réformes extrêmement douloureuses. D'ailleurs, c'est ce que le FMI recommande aux pays en austérité, c'est de montrer du doigt, enfin de mettre en scène le déficit pour que les gens acceptent des baisses de salaire extrêmement drastiques, des baisses de droits sociaux, etc., etc. Or, en économie, un principe qu'on peut tous avoir en tête en tant que citoyens et citoyennes, c'est d'où vient le déficit? Qu'est-ce qui l'a créé? Et ça marche pour tous les déficits en général. Là, en l'occurrence, pour les retraites, il y a deux choses qui créent un déficit. C'est sur les recettes. D'abord, on a une baisse ou une stagnation très importante, une baisse du nombre de fonctionnaires en France, c'est-à-dire que l'État n'embauche plus. Or, les fonctionnaires cotisent plus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc forcément, ça crée une baisse des recettes. Et deuxième raison, eh bien, on a un phénomène en France, mais sûrement en Belgique aussi, où on va exonérer de cotisations sociales les salaires qui sont proches du SMIC pour pouvoir encourager les entreprises à embaucher. Normalement, quand on fait ça, comme c'est l'État qui le décide, eh bien, l'État doit aussi compenser ces mesures, c'est-à-dire rendre l'argent à la Sécu, aux caisses qui lui est dû. Eh bien, depuis 2018 et depuis une loi votée sous la présidence d'Emmanuel Macron, donc une loi de finances, eh bien, l'État n'est plus obligé de compenser. Donc forcément, eh bien, ça crée un déficit important pour le système. Et c'est de là dont viennent les 7 à 17 milliards de déficit annoncés. Encore une fois, je le répète, le système, il va très, très, très bien. Et il vous en remercie. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi, je suis Vervaine Angélie, je suis une animatrice de l'Union syndicale solidaire en France. J'étais salariée dans une entreprise de télécommunications, voilà. Et donc aujourd'hui, je travaille pour ce syndicat. Je suis très contente d'être ici parce que je sais qu'en Belgique, je veux dire, y compris ce qui s'est passé sur les retraites, ça a été aussi dans les exemples qu'on a utilisés pour dire que c'était possible de se battre contre cette réforme-là. Par ailleurs, je partage à 100% le descriptif qui a été fait et les explications qui ont été données. Dans l'échange qu'on avait eu avant cette réunion, on avait dit que moi, je parlerais plutôt de la question des alternatives et des propositions qu'on pourrait faire sur la question des retraites. Alors, plusieurs précautions. Ce que je vais évoquer là, c'est des choses qui sont des orientations syndicales de mon organisation, des réflexions syndicales qui sont dans mon organisation, mais aussi dans d'autres endroits. C'est-à-dire que il y a une intersyndicale en France qui est assez importante aujourd'hui, qui prend des initiatives, qui débat. Il y a un réseau qui s'est créé, y compris avec des associations avec lesquelles on travaille d'ailleurs, dont les économistes atterrés sont présents, qui s'appelle le réseau retraite, etc. Donc il y a toutes sortes d'endroits. Il y aura des intersyndicales femmes qui sont une réunion qu'on fait sur 2 jours tous les ans depuis 20 ans pour discuter des thématiques des droits des femmes, féministes, etc., où on discutera des retraites. Il y a une vraie conférence qu'on va organiser contre la conférence de financement que fait le gouvernement et dont il doit donner ses résultats à la fin avril, donc qui va être organisé le 24 mars. Tout ça, c'est des occasions de faire mûrir un certain nombre de réflexions. Alors, je vais prioriser ça à cause du temps.
tous les gens avec qui j'ai discuté m'ont demandé ce qui se passait avec le 49.3 dans la mobilisation. Donc je propose qu'éventuellement sur les questions de mobilisation, on y revienne dans la discussion. Donc sur la question des alternatives, pourquoi la question se pose de façon plus forte cette fois-ci? On a eu un nombre de réformes de retraite depuis 1993 en France très important, mais dont il a été dit, et c'est le langage utilisé, hein, que c'était des réformes paramétriques. C'est-à-dire que sur la question des retraites ou sur la question des droits, de l'âge de départ, de la décote, etc., on rajoutait, on changeait un certain nombre de paramètres. Là, on est dans une réforme systémique. Systémique, c'est qu'on passe en gros, de ce qui a été dit, de prestations définies à cotisations définies avec ce régime par points. Et ce qui est important aussi, pour faire quelques liens avec les enjeux européens autour de ça, c'est que, d'un certain point de vue, on peut dire que... alors, le gouvernement, avec la présidence de Macron, etc., a fait un certain nombre de concessions à des mouvements sociaux, ceux des Gilets jaunes en particulier les années précédentes, et que du point de vue du déficit, des fameux 3%, etc., en Europe, bon, il a franchi la barre, il n'est pas prêt de la repasser, etc. Et l'annonce d'un certain nombre de réformes structurelles, il n'y a pas que celle des retraites. Bon, il y a aussi l'assurance chômage où il y a des choses importantes qui ont été faites. C'est aussi quelque chose qui sont des gages donnés à l'Union européenne parce qu'il y a des modifications qui ont été faites ou tentées dans de très nombreux pays. Et évidemment, je veux dire, il y a aussi des enjeux en termes de mobilisation sociale dans toute une série de pays aujourd'hui, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Espagne ou l'Italie d'ailleurs, pour les choses dont moi j'ai entendu parler récemment. Alors réforme systémique, ça veut dire que du point de vue des organisations syndicales, à notre avis, on ne peut pas en rester simplement à une position qui a été un peu traditionnelle pendant longtemps, qui était de dire il faut remonter le temps. Et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle réforme, on disait mais il faut pas cette réforme, il faut revenir à ce qui se passait avant 93. Mais évidemment, 93, maintenant, ça commence à faire un peu vieux. Et quand on s'adresse aux salariés qui sont les salariés d'aujourd'hui, qui n'ont pas nécessairement connu toutes ces étapes-là, le crédit de ce genre de choses, simplement remonter le temps, c'est quelque chose qui n'est pas suffisant. Et après, c'est aussi à cause d'une chose qu'Anaïs a dite, c'est-à-dire que le système, il a aussi un certain nombre de défauts. C'est-à-dire qu'il nous semble aussi que pour être crédible et porteur et porteuse d'espoir pour les travailleurs et les travailleuses, il faut être capable de dire qu'est-ce qu'on fait d'un certain nombre de ces défauts-là et comment on se bat contre les inégalités, en particulier qui sont dans le système aujourd'hui. Et c'est particulièrement important parce que dans le vocable utilisé et les éléments de langage mis en avant par le gouvernement, alors qui sont de moins en moins utilisés parce que le gouvernement est extrêmement isolé aujourd'hui, mais disons que c'est toujours le terme d'universalité qui est mis en avant, la question de la transparence et la question de l'égalité. L'égalité étant présentée comme 1 euro cotisé égale 1 euro donnant le même résultat en termes de droits, etc. Ce qui est une vision extrêmement limitée de la question de l'égalité. Le deuxième point, évidemment, qui se rattache à ce système-là et qui fait le lien aussi avec les politiques européennes, à mon sens, c'est que la fameuse règle d'or de l'équilibre du système qui fait qu'on ne peut pas avoir des dépenses de retraite qui soient supérieures à 14% du PIB, ça nous fait furieusement penser aussi aux règles européennes, à tout ce qui a été mis en place avec les politiques d'austérité européennes et de contrôle de façon systématique des affaires de dette, de dépenses publiques, etc. Donc, tout ça nous fait penser qu'il faut avoir une réflexion de fond, pas simplement être réactif, à agir et penser en réaction
au système actuel. Alors, d'abord, parce que, et on s'en rend compte là dans la période dans laquelle on est, c'est-à-dire il y a énormément de gens qui se sont mis à discuter des retraites, à parler de ça, etc., inévitablement, parce qu'on est dans un mouvement qui est très durable. C'est une question essentielle parce que c'est une question qui touche, je veux dire, c'est la fin de la vie professionnelle, mais c'est le bilan, le suivi, la suite de la vie professionnelle, mais c'est aussi la suite de tous les accidents de la vie, c'est la suite de la vie familiale, des engagements qu'on a pris, d'un certain nombre de choses. Et donc, quelque part, c'est ce résumé-là qui doit être pris en compte dans la façon dont on réfléchit. Le deuxième point sur la question de l'universalité, qui est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit penser, est-ce que c'est juste de penser qu'on doit avoir un seul système entre les gens qui sont salariés ou fonctionnaires, etc., les travailleurs et les travailleuses sur lesquels nous, on essaye d'agir par ailleurs, et puis la grande masse des gens qui travaillent aussi, certes, mais qui sont indépendants, qui sont dans un rapport complètement différent à la question du salaire et à la question de la subordination. C'est-à-dire que la volonté affichée de construire un système unique, bon, c'est quelque chose qui ne nous semble pas nécessairement judicieux. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser dans l'unification des systèmes. Bon, mais progresser, ça peut être progresser dans un système de toute façon qui fonctionnerait sur la durée en trimestre comme c'est chez nous. Ça, c'est possible. Un système qui intégrerait, par exemple, les complémentaires, puisqu'il y a des complémentaires, alors surtout dans le privé, parce que dans le public, c'est quelque chose qui a été mis en place très récemment et qui, par ailleurs, est un système par capitalisation, hein, mais qui a été mis en place suite à la réforme de 2003, donc qui est limité dans le sens que ça a. Mais ça nous semble être des choses qui sont possibles, ce qui ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement essayer de résoudre la question d'un système qui soit unique pour les exploitants agricoles et les salariés du secteur privé, ou pour les fonctionnaires, les avocats, les médecins, etc., ce qui nous semble être quelque chose de tout à fait discutable. Par ailleurs, donc, cette question d'universalité nous semble devoir être questionnée dans la façon dont elle est posée par le gouvernement. De la même façon, j'ai dit qu'il y avait une réforme de l'assurance chômage. C'est aussi la question qui a été mise en avant, hein, l'affaire de l'universalité. Mais du coup, on a aussi un régime qui est extrêmement affaibli du point de vue des droits qu'il porte aujourd'hui. Donc, ça nous semble devoir être questionné. Et après, il y a toute la situation de comment on traite les inégalités actuelles. Alors, dans les inégalités actuelles, il y a la question des inégalités salariales qui sont en partie amplifiées par le système de retraite. Il y a les inégalités salariales entre les hommes et les femmes qui sont amplifiées par le système de retraite. Il y a tout ce qui concerne les inégalités en termes d'espérance de vie, en termes de pénibilité du travail, qui ne sont pas prises en compte par le système de retraite, ou fort peu prises en compte par le système de retraite. Il y a la question de la situation de l'immigration, par exemple, qui fait que dans de très nombreuses situations, en fait, on a des statuts différents qui ont été faits pour les non-français, qui fait qu'il y a des droits à la retraite qui ont été différents. Donc il y a aussi une inégalité de ce point de vue-là. Ce qui veut dire que toutes ces questions-là, il nous semble que c'est important de pouvoir les traiter. Alors, pour répondre à la question de l'universalité, j'ai dit on peut avoir un système qui soit commun, construire un système qui soit commun en trimestre et qui soit un système à prestations définies. Pour nous, c'est important de garder des références qui soient fortes, c'est-à-dire que de se situer dans la continuité du salaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de débats sur la question de
du salaire, du revenu, etc. En France, je pense qu'en Belgique, on a la même chose. Mais pour nous, c'est important aujourd'hui de situer dans la continuité du salaire. Et ça veut dire que la référence qui existe et qui est à peu près la même, comme c'était dit avant, hein, dans le public et dans le privé, c'est 75%. Je reviendrai sur la question du minimum de pension, qui est un des points qu'a essayé d'agiter le gouvernement dans sa réforme. 75% donc minimum le SMIC, je vais y revenir. Et pour nous, par ailleurs, c'est un départ possible à 60 ans, en sachant qu'aujourd'hui, c'était dit dans le premier exposé, en fait, en France, on a plus d'une personne sur deux qui n'est plus en emploi à 60 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement n'arrête pas de dire que l'âge de départ en retraite a augmenté puisque les gens partent à 63 ans et quelques, hein, genre 63 ans et demi en retraite. Mais dans les faits, il y a une personne sur deux qui n'est plus au travail, c'est-à-dire elle est soit au chômage, soit en maladie à 60 ans. Ce qui veut dire que c'est les autres branches de la sécurité sociale qui payent, par ailleurs. Hein. Donc, départ possible à 60 ans. Et l'âge moyen, la durée moyenne de cotisation, elle est autour de entre 37 et 38 ans aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour nous, ça doit être les chiffres de référence pour la possibilité de départ en retraite. Bien. Peut-être que demain, dans un contexte différent, etc., ces paramètres-là pourraient être bougés. Mais aujourd'hui, je dis, dans tous les cas, c'est soit les travailleurs et les travailleuses qui vont payer si on continue à monter cet âge de départ, etc. Soit c'est les caisses de la sécurité sociale, l'assurance chômage, y compris avec tout ce que ça veut dire, tout ce qu'il y a aujourd'hui comme baisse de droits sur l'assurance chômage, etc. Je veux dire, c'est vraiment des choses qui vont faire que non seulement on va avoir des retraités pauvres, mais on va avoir des fins de carrière de gens qui vont être pauvres. Donc, ça nous semble important de définir ces droits-là. Dans les droits qui sont importants, si on parle d'égalité, il y a la question du minimum de pension. Donc, le gouvernement français a fait toute une affaire du fait qu'il s'engageait à un minimum de pension à 85% du SMIC, ce qui veut dire 1 000 euros. C'est une promesse qui avait été faite déjà en 2003 et qui n'a pas été tenue. Aujourd'hui, pour nous, et pour toutes les organisations syndicales d'ailleurs, quelles qu'elles soient, le minimum de pension, il doit être au SMIC. Et on peut très bien imaginer, en fait, quelque chose qui va un système qui irait de 100% du SMIC à 75% du SMIC en lissant je veux dire, selon l'augmentation du salaire, etc. Donc, pour nous, c'est extrêmement important de poser cette question-là, en sachant que, par ailleurs, dans la proposition gouvernementale, 1 000 euros, donc 85% du SMIC pour un minimum de pension, mais avec 43 ans, en fait, au minimum de cotisation. Alors, c'est une année de cotisation, c'est 600 heures au SMIC. Je me dépêche. Sur la question de la pénibilité, aujourd'hui, on a un système de prise en compte de la pénibilité non seulement qui est très faible, mais qui a y compris été dégradé par le dernier gouvernement. Donc pour nous, c'est important et d'agir en amont sur la question de la réduction du temps de travail, sur la question des garanties en termes d'hygiène et de sécurité, qui est aussi quelque chose qui a été dégradé par le gouvernement, et par des possibilités de départ anticipé qui soient des possibilités réelles. C'est-à-dire que là, on est en train de passer pour des gens qui avaient 5 ans ou des fois plus de possibilités de départ anticipé à quelque chose qui est de l'ordre de 2 ans au maximum, et sur des métiers qui sont vraiment les métiers les plus pénibles par ailleurs. Alors, sur l'égalité homme-femme, rapidement, on est aujourd'hui sur un différentiel de pension qui est de l'ordre de 47%. Sur la pension de droit direct, qui est ramenée à 25% quand on prend en compte la pension de réversion, c'est-à-dire
au moment où, en général, l'homme décède, etc. Donc on est sur des différentiels qui sont extrêmement importants. Et nous, on a engagé une réflexion sur ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, ces compensations, elles sont faites par deux biais, alors dans l'ancien système et reconduites d'une certaine manière dans le nouveau, avec deux aspects qui sont, un, la prise en compte du fait que les femmes ont eu des enfants, et le système de réversion quand il y en a un dans le couple qui meurt. Bon, pour nous, c'est quelque chose qui doit être pris en compte parce que c'est la situation actuelle des femmes, etc. Mais il faut agir évidemment sur la question de l'égalité des salaires. Mais il nous semble qu'il faut aussi agir pour que ce soit la pension de droit direct qui soit réellement augmentée. C'est-à-dire qu'il y ait une compensation des discriminations salariales. Parce que même s'il y avait l'égalité salariale aujourd'hui, on a 40 ans de discrimination qui ont précédé, etc. Et ça nous semble plus juste d'aller vers ça, alors même s'il faut y aller progressivement, que de compenser pour des enfants, que de faire des compensations pour les enfants, qui sont en fait aussi, d'une certaine manière, des encouragements pour que les femmes laissent, en particulier celles qui ont les salaires les plus faibles, laissent tomber leurs emplois au profit de l'éducation des enfants. Bon, il y a toute une série de réflexions qu'on a là-dessus. Je vais y aller très rapidement. Sur les questions de financement, on est d'accord sur ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a une fabrication du problème de financement. Donc, j'y reviens pas. On est favorable à dire c'est pas possible de prendre en compte un système qui dit la part du PIB consacrée aux retraites est quelque chose de figé, donc il faut aller au-delà de cette question-là. Ce sont des droits qu'on doit définir. Il faut arrêter l'exonération donc des cotisations. Il faut discuter de l'augmentation des cotisations patronales et éventuellement, à un moment donné, de la hausse des cotisations salariales si besoin. Je veux dire, mais et il y a toute la question du débat, de la place du débat démocratique autour de cette question et de la place des organisations syndicales dans ce débat-là. C'est-à-dire que dans la réforme, il y a aussi une mainmise de l'État au détriment des organisations syndicales, avec notamment le fait que la loi de financement de la sécurité sociale, tous les ans, aura les moyens de rectifier les propositions qui seront faites, y compris par les organisations syndicales, dans la discussion avec les organisations patronales, etc. Donc ça nous semble être un des gros problèmes aussi du point de vue de la loi. Et évidemment, avec le débat qui était posé tout à l'heure, il y a la question de faire cotiser les autres revenus qui ne cotisent pas aujourd'hui. Bon, après, il y a toute une question aussi sur transformer ce qui est de la rétribution aujourd'hui en véritable rémunération, etc. La question des retraites, évidemment, pose toutes sortes d'autres sujets qui sont des sujets en amont. Et 2 pages de publicité pour finir. Donc, j'ai amené le numéro de la revue qu'on sort, qui s'appelle Les Utopiques là-haut, qui est consacré à la protection sociale. Donc, il y a des numéros là-haut. Et puis, il y a Les Mondes du Travail qui est là-haut aussi, d'après ce que je sais, qui est un numéro qui est plus sur la question de la mobilisation, mais aussi sur la réforme des retraites. Et j'ai contribué là-dessus. Pas dans le numéro des Utopiques, mais dans Les Mondes du Travail. Voilà. À tous, on nous a demandé d'abréger, parce que le temps de parole, et donc c'était logique, parce que pour moi l'intérêt c'était de voir, d'expliquer un petit peu le système français, avec les explications, le cadre que vous avez fixé, qui est très bien, qui donne les bonnes perspectives. Ce qui est rassurant, c'est qu'on partage les analyses et les revendications. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que fout la CES, qu'est-ce qu'attend la Confédération européenne des syndicats pour qu'on sorte de ce lobby mou et qu'on vienne avec des revendications, des analyses et des revendications qui vont dans cette direction d'avoir des retraites dignes et non pas ce qu'on a pour l'instant. Je pense qu'on
On est ici France-Belgique, mais l'Espagne, l'Italie, le Portugal et les Allemands, enfin toute une série de pays discutent de cette thématique des retraites, enfin tous les pays de l'Union européenne. Mais en termes d'analyse et de revendication, on tend de plus en plus vers ce qu'on entend ici. Et ça, c'est rassurant. Mais maintenant, il faut aller plus loin dans la concrétisation de ce qu'on a à faire pour défendre nos retraites. Alors, moi, je vais simplement, on ne s'est pas arrangé, Youssef et moi, mais ce qui est bien, c'est qu'ici en Belgique, et d'ailleurs on l'avait dit dans le combat que vous avez mené sur le système à point, c'est que ce qui a fait notre force, nous, sur les retraites, c'est qu'on a toujours parlé en front commun. Sans cette cohésion des syndicats, je ne pense pas qu'on aurait réussi à faire reculer le ministre des Retraites actuel sur le système à points. On n'est pas naïf, on est conscient que ce n'est qu'au frigo. Mais si on n'avait pas créé ce rapport de force en commun, en partageant, en sensibilisant ensemble, avec le troisième syndicat d'ailleurs aussi, et en revenant, en créant ce rapport de force, je ne pense pas qu'on y serait arrivé. Donc ce mouvement en commun de sensibilisation puis d'action est essentiel pour contrer leur volonté libérale. Alors la question aussi, c'est de savoir quel est évidemment le bon système de retraite. Est-ce que c'est la capitalisation? On l'a cité. Est-ce que c'est, puisqu'on nous l'a vendu? Et effectivement, nous avons les mêmes analyses. Nous sentons qu'on veut dégoûter la population, continuer à dire que le système n'est pas finançable, système par répartition, pour nous amener vers la capitalisation. Les derniers chiffres sont sortis ici. Capitalisation, il y a deux systèmes. Soit c'est les assurances, les compagnies d'assurance privées qui investissent dans des obligations, des choses pareilles. Les taux de rendement sont abominables, c'est catastrophique. On nous avait vendu ce système-là début des années 2000 en disant 3,75% de rendement garanti, ne vous inquiétez pas, c'est dans la poche. Ici, on parle de descendre à 0%, et donc en dessous de l'inflation. Hein, et donc on voit que ces systèmes sont voués vraiment à la banqueroute. Deuxième système de capitalisation, c'est les fonds de pension. Et là, j'entendais le responsable des associations de fonds de pension qui citait le chiffre de 16%. 2019, 16%. Donc vous voyez que c'est la solution, les fonds de pension. Alors la question sous-jacente, c'est de savoir dans quoi il a investi pour amener 16%. Ah voilà, donc voilà. Il nous donne des photos à certains moments, hein, et puis effectivement, quand on voit, parce qu'il ne cite pas les chiffres de l'année passée, de l'année d'avant, et puis les chutes, coronavirus et compagnie, hein, tout ce qui fait fluctuer la bourse, et évidemment, on ne peut pas se baser là-dessus. Les fonds de pension, dans quoi on investit pour avoir 16%? Vous pouvez investir dans Glencore, hein, qui spécule sur le marché de la faim, hein, les matières agricoles, hein, qu'il faut crever les gens. Ça rapporte évidemment 7,5% en Glencore. Mais est-ce que c'est ça le système? Donc non, ce n'est pas la formule. Alors, la formule pour financer les retraites, effectivement, c'est la répartition. Je rappelle simplement qu'en Belgique, le système de retraite était par capitalisation jusqu'en 1968 et qu'on est passé à la répartition parce que déjà à l'époque, il a fait faillite. On a dû revendre tous les actifs ici parce que le système a fait faillite. Donc répartition, ok. Répartition, et on l'entend, et c'est pour ça que je dis qu'on partage les analyses. Répartition, il y a aussi deux grands systèmes. Il y a un système qui est défendu par la Commission européenne, qui a été inspiré en grande partie par la Suède, hein, le système notionnel suédois de pension. Et j'ai repris la lettre économique de la Commission européenne, juillet 2019, donc on n'est pas si loin que ça. Hein. Ils analysent le système suédois, qu'est-ce qu'ils disent? Les mécanismes d'ajustement garantissant la viabilité financière du système ont transféré les risques financiers sur les retraités. La Commission européenne qui dit que le système notionnel de retraite à la suédoise a transféré les risques financiers sur la tête des pensionnés. Commission européenne. Et il prolonge en disant « Alors que les personnes les plus aisées peuvent compenser une pension légale plus faible, les personnes moins bien nanties pourraient voir leur pension chuter en dessous d'un niveau adéquat. » Confirme que le pensionné, la pensionnée sont les variables d'ajustement du système. Variable d'ajustement budgétaire. Commission européenne, qui, ce modèle suédois qui a inspiré les Backlund, les Macron et toute cette clique de libéraux, de chiens de guerre du système, la Commission européenne nous dit le système est en fait un système où les pensionnés sont des variables d'ajustement budgétaire. Et on en revient à ce que vous disiez, savoir qu'on va adapter le niveau de retraite en fonction des conneries que l'État peut faire en prêtant en banque, en augmentant les dividendes des actionnaires.
Donc ça, c'est la critique de la Commission européenne que nous défendons depuis des années. On nous dit qu'on est des dangereux gauchistes. Or, voilà, on a les éléments qui le démontrent. Qu'on a un grave problème si on est dans cette logique de, comme vous l'avez dit, limiter un pourcentage du PIB des systèmes de retraite. Parce que c'est ça, c'est que ça. Donc, partout, quand vous regardez les systèmes comme ceux-là, qu'ils essaient d'imposer, c'est effectivement limiter ce qu'ils appellent les dépenses de retraite. C'est financé par nos cotisations, hein, mais à un pourcentage du PIB. Si on regarde, et si on commence à rentrer dans leur logique, hein, à la con, de dire on va comparer les pays hein, comme ils font pour nos salaires. Hein. Nous, on ne peut pas augmenter nos salaires parce qu'en fonction des salaires des Français, des Allemands et des Hollandais, qui, effectivement, à chaque fois, c'est l'exception. En Belgique, nos salaires sont beaucoup trop élevés. Je pense que les choses vont changer. Je regarde un de mes collègues du Conseil central de l'économie, il y a des choses qui vont tomber bientôt pour expliquer les réels chiffres. Mais si on compare les uns avec les autres et qu'on regarde par rapport au PIB, c'est des dépenses de retraite, on est à 11% en Belgique. On sait que le pic du vieillissement sera 2040. Et puis on retombe. Et donc on va monter à 12, 12,5%. Et quand je dis 11%, c'est les 3 régimes de retraite. Hein. Fonctionnaires, statutaires et contractuels, salariés et indépendants. Hein. Donc on sent bien que le problème n'est pas un problème de dépenses. Si on se met sur leur terrain à eux, vous êtes à 14%, l'Italie est à 16%, les pays qui dépassent encore, c'est pas un problème de dépenses. On connaît les niveaux de retraite en Belgique. Hein. Les femmes en moyenne salariée, c'est 850 €. Les hommes, c'est 1150 €. On n'a pas un problème de dépenses. Parce que nous, on cotise sur 45 années, qui est dramatique, évidemment, de diminuer ça. Hein. Mais si on est dans cette logique de limiter un pourcentage du PIB, on est foutu. On reste des variables d'ajustement budgétaire et ce n'est pas admissible. On ne peut pas rentrer dans ce cadre-là. Et on répète que c'est simplement du bourrage de crâne parce que économiquement, même si on se remet sur leur terrain, on peut démontrer que ce n'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes. Je vais y revenir rapidement. Mais évidemment, par ce système de limiter... donc nous, notre système à points, heureusement qu'on a essayé d'esquiver pour l'instant, on espère qu'ils ne vont pas y revenir. La façon dont s'exprime le fait que les pensionnés sont des variables d'ajustement budgétaire, c'est que dans le système à points, il était écrit noir sur blanc aussi, hein, on a bien lu les textes, qu'il y a 2 variables d'ajustement qui permettaient non pas de diminuer le point, parce qu'ils ont joué sur les mots, en disant les retraites ne vont pas diminuer, mais il était écrit qu'on peut geler le montant du point pendant plusieurs années. De 2 façons, avec une variable d'ajustement budgétaire, un correcteur macroéconomique qui disait si la dette publique est trop élevée, eh bien on gèle le point pendant plusieurs années, et un correcteur démographique qui dit si pas de chance vous partez en retraite à un moment où il y a beaucoup de pensionnés, eh bien on gèle le point pendant plusieurs années. Et donc voilà, on se faisait avoir. Et c'est la même logique que celui que vous avez, c'est la même logique que les systèmes notionnels suédois. Savoir qu'en Suède, ils ont même diminué les retraites, 3%, puis 3,5%, 2 années consécutives. Donc voilà, on ne peut pas rentrer dans cette logique-là. Alors évidemment, nous, on défend un système de répartition basé sur la dignité des gens, sur les besoins des gens, sur l'espérance de vie en bonne santé des gens. 64 ans en moyenne en Belgique d'espérance de vie en bonne santé, avec des différences énormes en fonction des revenus. Notre ministre des Pensions prenait toujours Jane Fonda comme exemple, hein, 80 ans, quelle belle femme, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut augmenter l'âge de la pension. Si vous prenez Jane Fonda, une femme de gauche, hein, ça fait 12 fois qu'elle se fait arrêter dans les manifs pour le climat, moi, respect énorme, mais avec des moyens évidemment qui sont élevés, elle fait partie des 1% de la population, et une femme qui a les moyens vit 25 ans en plus, en bonne santé, qu'une femme qui n'a pas les moyens. C'est ça la différence. Pour un homme, c'est 18 ans d'espérance de vie en bonne santé, en moins en fonction de revenus ou pas revenus. Et donc, c'est ce critère-là que nous voulons intégrer, nous. En fonction des besoins, en fonction de la dignité des gens, on doit proposer des systèmes de retraite. Le problème n'est pas le niveau de dépenses. On peut le démontrer économiquement, socialement, évidemment, à tous les niveaux, on peut le démontrer. Le problème est dans les recettes. Et quand vous parliez du rapport capital-travail, effectivement, 75... on était à 66% de revenus qui retournaient vers les travailleurs, travailleuses et les allocataires sociaux. En 2018, on est à 59%.
Ça veut dire que si on compare la situation de 75 à aujourd'hui, tous les ans, il y a 16 milliards qui passent de la poche des travailleurs, des travailleuses, des pensionnés vers la poche des actionnaires, et c'est là que le bas blesse. Ça s'est concrétisé comment chez nous? Le dernier gouvernement qu'on a eu ici a diminué les cotisations sociales de 33% à 25%. Qu'est-ce qu'il a fait à côté de ça? Il a fait un fameux tax shift, hein, en Belgique on sait de quoi on parle, c'est-à-dire un cadeau aux entreprises. La Banque nationale belge vient de démontrer, il n'y a pas longtemps, que ce cadeau fait en diminuant donc, les cotisations sociales pour les grandes entreprises et en augmentant la fiscalité indirecte, la TVA sur l'électricité, les accises, l'impôt le plus injuste, hein, l'impôt indirect, les dividendes. Et donc, on voit qu'il y a un transfert d'une poche à une autre, et c'est là qu'on se fait avoir. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure également? C'est un petit peu votre CICE, là. Hein. Donc, le tax shift, hein, je vois qu'il y a une personne qui siège avec moi à la gestion globale, hein, et on a eu un gros débat parce que les fédérations patronales ne veulent plus qu'on parle du tax shift et qu'on retire le montant brut du coût du tax shift pour la sécurité sociale, 7 milliards. Débat, il faut retirer ce montant-là, vous mentez, vous trichez, les esprits sont confus à cause de vos chiffres. On a rappelé que le coût net c'est 4,8 milliards. Alors j'ai dit qu'on serait prudent dans l'interprétation des chiffres. Mais ils veulent faire enlever ça pour qu'on oublie que c'est un coût net direct pour la Sécu. Le coût net, c'est la BNB qui le dit, c'est 4,8 milliards. Donc c'est pas nous qui le disons. Ça veut dire que cet argent-là va dans les poches des actionnaires et pas dans la poche des pensionnés. Dernière mesure que je cite, la mesure premier emploi. C'est-à-dire que si entre 2016 et 2020, soi-disant, vous engagez un premier travailleur, première travailleuse, eh bien, vous ne payez plus de cotisation à vie pour ce travailleur ou cette travailleuse. Mais on s'est rendu compte de quoi? Soi-disant que ça allait créer des emplois, les fameux effets retour. On s'est rendu compte de quoi? C'est que dans 95% des cas, ce n'était pas le premier travailleur ou la première travailleuse. Il créait une société où il faisait un montage, il faisait de l'ingénierie, pour prendre le plus gros salaire de l'entreprise et ne plus payer de cotisation à vie pour ce salaire-là. Manque à gagner 1 milliard pour la Sécu. Si vous mettez tout bout à bout, on a un trou de plus de 10 milliards tous les ans, en plus des réductions de cotisations structurelles. Et c'est là qu'on a tué nos retraites. Enfin, qui veulent tuer. Parce que le système est tout à fait viable. Nos revendications, c'est les mêmes que les vôtres. C'est-à-dire que si on arrive à se mettre d'accord au niveau européen pour dire qu'en termes de cotisations sociales, on doit réaugmenter les cotisations sociales, qu'elles soient patronales, qu'elles soient travailleurs, effectivement, nous, on préfère le lien au salaire parce que ça reste une gestion paritaire. C'est nous qui décidons de ce qu'on fait de notre pognon. Le salaire brut, on défendra toujours le salaire brut. On doit redéfendre le salaire brut et pas le salaire net. La possibilité de reprendre l'argent ailleurs, c'est-à-dire à fraude fiscale. En Belgique, c'est 30 milliards tous les ans de fraude fiscale. Oui, évidemment qu'on doit proposer ça. En 2004, le ministre des Finances, qui est un ministre libéral, proposait une mesure qui s'appelle la déclaration libératoire unique, qui était de dire tous ceux qui avaient fraudé, qui avaient placé l'argent à l'étranger, qui avaient fraudé le fisc belge, on récupère l'argent et vous payez 8%. 8%. On ne l'a pas fait. Enfin, si, il y a 1 milliard qui a été dans un fonds de vieillissement et il a disparu maintenant dans les moyens généraux. Nous proposons de faire une formule défendue par un ministre libéral. C'est-à-dire que ce qu'on récupère, on le met dans un vrai fonds de vieillissement. Ce n'est pas lié au salaire directement, mais c'est de l'argent qui va permettre d'augmenter à un seuil de dignité que nous, en tout cas à la FGTB, mais on travaille pour fixer j'espère un montant ensemble. C'est 1 500 € qui doit être indexé, parce que ça fait déjà 2 ans qu'on citait 1 500 € indexés, qui est le niveau pour accéder à une maison de retraite. C'est 1 568 € pour accéder à une maison de retraite en Belgique. Donc c'est sur ces seuils-là qu'on veut travailler. Mais encore une fois, et j'en finis là, c'est que c'est sur les recettes qu'on va devoir travailler maintenant. Au niveau national, mais au niveau européen, c'est l'angle qu'on doit développer ensemble pour d'abord regagner le combat de la pensée. On doit reconvaincre les gens, après 30 ans, 40 ans de matraquage, de bourrage de crâne, que les systèmes par répartition ne sont pas finançables. On doit récupérer ce champ-là et revenir sur les recettes en disant, évidemment, ce sont nos salaires, ça nous appartient, salaire brut, on doit le récupérer et financer des retraites convenables. Voilà. J'ai le privilège de prendre la parole en dernier lieu. Et celui qui se trouve dans ce genre de situation en général court un énorme risque, celui d'assommer son assemblée qui a déjà emmagasiné pas mal d'informations et qui a dû quand même, digérer pas mal d'exposés assez intéressants jusqu'à présent. Donc je vais essayer de m'en tenir à des éléments essentiels
en cherchant peut-être à pointer quelques éléments importants parmi toute une série de choses qui ont été dites ce soir. Alors, mon intervention s'articulera en fait autour de 3 points, 3 aspects. Que le premier, je crois qu'on ne comprendra pas grand-chose au débat sur les pensions et à toute cette agitation qui est générée par ce débat et toute cette agressivité qui a été décrite là maintenant à l'instant par Jean-François et toute cette dose d'attaque frontale, que ce soit en Belgique ou en France, par rapport aux institutions de sécurité sociale et en particulier le régime des pensions, si on ne fait pas le lien avec le premier exposé, c'est-à-dire la dynamique économique dans laquelle nous vivons. Et je pointe ici en particulier le fait que le modèle économique dans lequel nous sommes actuellement arrive à une limite difficilement franchissable, qui est clairement identifiée par le fait, et vous le savez mieux que moi, et je sais que dans l'Assemblée, il y a des gens qui sont parfaitement au courant de ces éléments-là, mais je vais quand même le dire parce que ça fait quand même plaisir de le dire. Donc, premièrement, des baisses et un écroulement des gains de productivité. Deuxième lieu, bien évidemment, les contraintes écologiques qui se font de plus en plus criantes. Ces éléments-là conjugués, bien évidemment, irritent et font que des personnes s'agitent. Des personnes qui ont intérêt à ce qu'on continue à dégager des profits s'agitent. Et en s'agitant, bien évidemment, revendiquent un certain nombre de choses. Et ça explique les attaques contre le droit du travail, vis-à-vis de la flexibilité accrue dans le monde du travail, mais bien évidemment et surtout les revendications qui sont faites par le patronat pour une augmentation du nombre des salariés en activité, donc l'allongement de la durée du travail, que ce soit quotidienne, que ce soit hebdomadaire, et même sur toute la durée de la vie, donc le débat sur les pensions. Donc c'est en raison de la dynamique du modèle économique qui arrive en fait à son terme, ou en tout cas qui est en train de franchir une étape décisive, qu'on a toute cette agitation, puisque on cherche à trouver des solutions pour continuer à maintenir des taux de profit importants qui, inévitablement, s'effondrent et pointent clairement leurs limites. Donc, je dirais que ça, c'est le premier élément. Alors, l'élément de réponse, je viens d'en pointer un, qui est le fait que tout ce monde s'agite en attaquant le droit du travail, en attaquant le droit à la pension, pour exiger que les travailleurs travaillent plus longtemps, que ce soit en termes de semaines, mais aussi en termes sur toute une vie. Mais le deuxième élément d'agressivité est lié en fait au fait que cette manne financière que représentent les pensions fait l'objet en fait d'une convoitise de la part de ceux qui sont en quête de profit. Parce que c'est un marché important, les pensions en France, bien évidemment, les montants sont bien plus importants qu'en Belgique, mais il n'en reste pas moins que ce sont des montants importants qui échappent à la logique du marché. Et donc, ce sont des profits en moins. Donc, ça explique, je pense, en grande partie pourquoi est-ce qu'il y a autant d'agressivité quant à la pension et aux travailleurs de manière plus générale. Donc ça, c'est, je dirais, le premier élément qui est un élément de cadrage et de dynamique générale. Le deuxième élément portera plus particulièrement sur la forme que prend l'offensive sur les pensions, à savoir le système à points. Alors, le système à points, je le décrirai en fait via 3 caractéristiques importantes. Alors, on a eu là tout à l'heure un cadrage très intéressant et très précis sur les aspects techniques. Je présenterai ici une qualification d'ordre plus, je dirais, descriptive, décrire un peu les caractéristiques du système à points, où qu'il soit d'ailleurs en Belgique ou en France, c'est plus ou moins la même chose qu'on a essayé de nous vendre ici en Belgique. Je dirais trois éléments qui caractérisent en fait un système à points. Le premier point, c'est, sans jeu de mots, donc le premier élément, c'est un système qui se prétend de répartition, mais qui mime la capitalisation. Il mime la capitalisation à tous les niveaux. C'est-à-dire que les personnes se constituent des droits comme si c'était de la capitalisation. C'est-à-dire que les gens cotisent pour avoir des droits, un peu comme en capitalisation, mais on nous rappelle à chaque fois, parce que évidemment la répartition bénéficie d'une certaine légitimité encore, donc c'est pour ça qu'ils insistent tant pour qualifier leur système de système par répartition, parce que la répartition a une légitimité, et les gens ont confiance en la répartition, et donc ils martèlent partout, et j'ai suivi un peu les débats en France, partout et tout le temps, c'est de la répartition, ce n'est pas de la capitalisation, et ils se rendent bien compte de l'embarras dans lequel ils se plongent, puisque leur système ressemble à s'y méprendre à de la capitalisation. Alors, petite parenthèse ici sur la capitalisation, mais évidemment, certains, chez nous, en font la promotion. Jean-François l'a rappelé là tout à l'heure par rapport à notre ministre actuel des retraites. Il y a une grande confusion et un mythe qui entoure la capitalisation, selon lequel, en fait, il y aurait une sorte de frigo dans lequel on gèlerait l'argent. Et une fois que les gens partiront en pension, ben, ils ouvriront le frigo et retireront en fait leur bille. Il se trouve que
en matière de richesse, on ne stocke pas de la richesse dans un frigo et la richesse ne se transfère pas dans le temps. Donc, que ce soit la répartition ou la capitalisation, c'est toujours la même histoire qui se répète. C'est-à-dire qu'il faut prendre la richesse qui est produite sur une année et la répartir. Alors, vous allez me demander, mais tiens, quelle est la différence entre la répartition et la capitalisation? Je vous dirais que ce sont juste deux systèmes. Dans un, la capitalisation, ça enrichit pas mal de monde, et dans le deuxième, ça organise la solidarité. C'est juste la grande différence que je marquerai entre les deux, sommairement, mais je pense que c'est une différence de taille, puisqu'elle implique des conséquences politiques assez importantes. Je ferme ici la parenthèse par rapport à la capitalisation pour poursuivre la deuxième caractéristique du système à points, c'est l'individualisme. Individualisme à tous les étages. Les personnes se constituent des droits à la pension individuellement, ils ne pensent à personne, j'ai cotisé, j'ai droit, et puis, surtout, ce qui est le plus important encore, c'est qu'ils sont individualisés même dans leur trajectoire professionnelle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils constituent des droits, au moment où ils disent bon, je vais partir en pension, moi c'est fini, j'en ai marre, je prends ma pension, et je la prends à n'importe quel âge. Alors, il y a une décote, j'assumerai les conséquences. Évidemment, parce que le système à points contient quand même des éléments de décote assez importants. Et donc, on raisonne comme si les travailleurs, en fait, avaient la liberté totale d'organiser leur carrière comme ils l'entendent. Il n'y a pas, bien évidemment, de chômage qui leur est imposé. Il n'y a pas, bien évidemment, de prépension. À un moment donné, en Belgique, nous avons un système de prépension qui permet au patronat d'organiser la main-d'œuvre. Et lorsqu'il y a des problèmes économiques, en fait, de licencier les travailleurs les plus âgés parce que ce sont ceux qui coûtent le plus cher. Et donc, on fait comme si, en fait, les travailleurs étaient libres de s'organiser comme ils l'entendent, comme ils le souhaitent, sans aucun problème. Et on leur fait supporter, je fais le lien avec ce que vient de dire Jean-François, on leur fait supporter les conséquences de choix qui sont, en fait, qui ne sont pas les leurs et qui leur sont imposés par le patronat. Donc, deuxième caractéristique, l'individualisation. Et donc, on mine la solidarité et on mine les aspects de collectifs qui caractérisent en réalité un régime de sécurité sociale. Troisième caractéristique du système à points, et je pense que ça n'a pas été pointé jusqu'à présent, mais je pense que c'est un élément important, la grande force de ce système pour des gens qui veulent gouverner la sécurité sociale, je dis bien la gouverner de l'extérieur, la grande particularité, c'est que c'est un système technocratique par définition. On raisonne en fait comme si c'était une affaire de variables. On va activer telle variable. Jean-François a expliqué un petit peu là tout à l'heure les différentes variables qu'on nous a proposées ici en Belgique, des variables démographiques, des variables économiques. Et donc, tout cela va se régler dans une salle entre des gens bien raisonnables qui vont décider en fait que les uns vont travailler plus longtemps, d'autres vont percevoir moins de pensions, et tout ça, bien évidemment, avec le sourire qui va avec. C'est bien évidemment faire fi de la réalité du monde du travail et du fait fondamental que les pensions sont un choix politique. C'est-à-dire quelque chose qui relève du débat démocratique. Le fait d'affecter des moyens à la sécurité sociale, ce n'est pas une affaire de technocrates qui décident entre eux quelle valeur attribuer au point ou quelle autre variable d'ajustement à activer, mais une question d'affrontement entre des arguments, entre des perspectives différentes, des points de vue différents, et au final, des résultats qui sont des acquis politiques et des acquis sociaux que les travailleurs parviennent à obtenir, bien évidemment, au détriment et au nez à la barbe de quelques technocrates qui voudraient que les choses fonctionnent autrement. Donc ça, c'est, je dirais, le deuxième point que je viens de clôturer, c'est-à-dire une sorte de caractérisation du système à points. J'en viens au troisième, qui est peut-être le plus important, parce qu'au niveau de la description et au niveau de l'analyse, je pense que, de manière générale, on fait très bien les choses. On analyse très bien ce qui se passe, on perçoit très bien où sont les dangers, mais le plus important, c'est d'en tirer les conséquences et de se dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire, quel élément de réponse on peut articuler face à ces attaques, face à ces offensives, pour remédier et pour renverser la situation. Et donc le troisième point que je vais aborder maintenant, c'est plutôt un point qui porte sur quelle riposte, quelle réponse apporter à ces attaques et à l'analyse que je viens de faire. Alors, premier élément, je crois que c'est très important, et ça a été dit là tout à l'heure, il faut retourner les éléments de langage qu'on nous oppose. Lorsqu'on nous dit, par exemple, et ça, je pense qu'on le fait très bien, et j'ai suivi un peu les débats en France, et c'était très bien d'ailleurs organisé, je trouve, et les syndicats ont fait un travail remarquable à ce niveau, comme on l'a fait ici aussi en Belgique, en front commun. Lorsqu'on nous parle d'un système à points qui, en fait, résoudrait et permettrait de lutter contre les privilèges, en disant il y a des privilégiés, voyez-vous, il y a des travailleurs qui sont privilégiés, les régimes spéciaux en France, les fonctionnaires en Belgique. Oui, d'accord, sans doute que certains ont réussi à arracher des droits plus importants et plus intéressants, mais les vrais privilégiés, ce ne sont pas les travailleurs, quel que soit le revenu. Les vrais privilégiés, ce sont ceux qui sont tout en haut de la pyramide et qui prélèvent profit sur profit. Et eux, ils ne sont jamais inquiétés. Et ces privilèges-là ne sont jamais questionnés. Donc il faut orienter la question des privilèges vers les vrais privilégiés en les pointant du doigt.
Et là, je pense qu'on change radicalement de dynamique lorsqu'on parvient à mettre cela en œuvre. Idem aussi pour l'équité. Lorsqu'on nous dit, voyez-vous, quelqu'un qui a travaillé autant d'années voulait quelqu'un qui a une espérance de vie encore de 25 ans voulait qu'il gagne la même pension que quelqu'un qui a une espérance de 10-15 ans. Excusez-nous, mais l'espérance de vie qui la détermine, ce n'est pas les conditions de travail. On en parle des conditions de travail qui fait que des travailleurs qui font que des travailleurs vivent moins longtemps que d'autres. Voilà la vraie question. Voilà les vrais débats. Pas seulement des sortes d'aménagements que l'on cherche à donner aux uns et aux autres en bout de course lorsqu'ils sont complètement essorés. Donc ça, c'est, je dirais, le premier élément, retourner les éléments de langage. Deuxième élément, il faut défendre l'existant, défendre les institutions de solidarité. Il faut défendre les institutions de solidarité au détriment de toutes les institutions qui promeuvent l'individualisme et des sociétés d'individus. Et la pension en fait partie. Il n'y a pas de mal à être des conservateurs. Il faut assumer, par rapport à un certain nombre de choses, d'être des conservateurs en disant oui, effectivement, nous voulons conserver notre système de pension parce que c'est un acquis important qu'on a réussi à arracher au prix d'une haute lutte. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce qu'effectivement, ça a été pointé là tout à l'heure, dans nos systèmes de sécurité sociale actuels, on ne va pas se voiler la face, il y a un certain nombre de défis, il y a un certain nombre de problèmes auxquels il faut répondre. Et donc, troisième élément, il faut repartir à l'offensive. Ça fait des années, Jean-François l'a mentionné tout à l'heure, plus de 30 ans, que nous sommes sur la défensive, que nous défendons tant bien que mal des acquis. Il faut repartir à l'offensive en ayant des revendications claires et précises, pas des généralités, mais des points très très précis sur lesquels on veut obtenir des avancées concrètes. Je pense que c'est peut-être la marche à suivre pour renverser ce discours qui a déjà trop duré. Je vous remercie. Un énorme merci à tous les intervenants et intervenantes pour leurs exposés très très éclairants et très utiles. Sans plus tarder, on va ouvrir la parole à l'Assemblée. On va faire des rounds de 3 questions et vous demander s'il vous plaît d'essayer de faire des questions le plus courtes et concises possible. Voilà, j'ai une question pour Monsieur Defrene qui a évoqué l'évasion fiscale des entreprises via le mécanisme des prix de transfert. Donc, selon son graphique, ça semble être un phénomène en expansion, même si les derniers chiffres dataient de 2017. Alors, ma question est la suivante. Ces dernières années, tant l'OCDE que la Commission européenne ont annoncé une série de mesures pour lutter contre ce phénomène et faire en sorte que les entreprises payent davantage leurs bénéfices leurs impôts là où le bénéfice est réellement réalisé. Et donc, la question, est-ce que ces mesures annoncées sont sérieuses? Et si oui, est-ce qu'elles ont déjà produit des résultats pour enrayer le phénomène décrit? Ça a été initié sous la précédente commission, dont le président était Jean-Claude Juncker, qui a été Premier ministre et ministre des Finances du Luxembourg pendant 2 décennies. C'est lui qui a mis au point la plupart des niches fiscales au Luxembourg, dont bénéficient Amazon, Apple et d'autres. Donc, quand on voit d'ailleurs les chiffres que j'ai montrés, c'est essentiellement le Luxembourg et l'Irlande qui sont les 2 plus grands États de l'Union européenne qui l'ont utilisé. Donc, effectivement, je suis un petit peu sceptique quand je vois le nombre de gens, y compris d'anciens commissaires qui ont des comptes au Panama, comme Madame Nelly Cruz, ancienne commissaire à la concurrence européenne, en tout cas d'après le Panama Leaks. Je pense que ça fait des années que l'OCDE fait des listings de paradis fiscaux, noirs, gris et autres. La Belgique est un paradis gris puisque, en fait, elle a une législation fiscale, mais qui est tellement peu appliquée que même l'OCDE reconnaît que ce n'est pas le cas. Les différents scandales qui ont eu lieu récemment ont démontré que c'était toujours aussi facile d'organiser la fraude fiscale. Et si on regarde les estimations du FMI, on voit que le phénomène est plutôt en hausse. Et donc, faut être aussi logique. Je veux dire, la composition sociale et la fonction des États et même de la Commission européenne, je ne pense pas que les réformes qui seront dures vis-à-vis des entreprises viendront de là et sont dues au principe de revolving door, c'est-à-dire de hauts fonctionnaires européens qui terminent dans les conseils d'administration et vice-versa, ou d'anciens commissaires européens. Donc, je ne considérerais pas que ça va se faire comme ça, simplement par des technocrates éclairés. Je pense que dans l'histoire, toutes les grandes réformes sociales qui ont eu lieu, elles se sont faites par des mobilisations de travailleurs. Et je ne pense donc pas qu'on peut avoir confiance dans des technocrates, parce que même s'il y en a qui peuvent être bienveillants au sein de la Commission, ou même des experts ou des technocrates, ce n'est pas eux qui auront le rapport de force pour l'imposer aux lobbies qui sont permanents à Bruxelles.
ces milliers de lobbyistes, cabinets spéciaux qui sont dans tous les départements, qui font les drafts européens à travers la comitologie, les représentants des firmes privées, quelque chose qui est très bien étudié. Hein, si vous voulez, Corporate Europe Observatory ou d'autres ONG montrent beaucoup d'éléments vis-à-vis de ça. Mais vous imaginez bien que là, on parle de phénomènes qui se comptent en trilliards. Hein. Je veux dire, même Apple a probablement l'équivalent de 150 milliards de dollars en Irlande. Donc, pour une firme, hein, c'est le PIB d'un petit État de l'Union européenne, pour une firme. Donc, vous voyez, pour des montants si importants, ça ne va pas se régler simplement, je pense, par une volonté de l'OCDE qui n'a pas de pouvoir sur la question. Quand on transmet, par exemple, des études à l'OCDE, c'est d'habitude qu'on ne veut pas qu'il y ait le moindre effet, puisque l'OCDE n'a pas de pouvoir. C'est juste un institut d'études. Si on voudrait vraiment que ce soit mis au point, on ferait passer ça peut-être au niveau du Conseil européen ou autre. Mais je ne pense pas que dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une mesure technocratique en faveur des travailleurs qui s'attaquaient à des groupes capitalistes puissants réussir sans mobilisation de travailleurs. Et donc, sans mobilisation de travailleurs, ça ne se fera pas, c'est tout, je ne crois pas. Voilà. On avait vu effectivement dans le débat de la pension à points qu'on arrivait à quelque part geler le budget qui serait donné aux pensions et puis du coup varier sur la variable, on va diminuer les pensions ou rallonger l'âge. Est-ce que, même si les pensions à points ne sont pas passées, est-ce que la Belgique n'est pas finalement arrivée à faire quelque chose de similaire en disant les recettes affectées par l'État vont être plafonnées, soit liées au PIB, et donc ce qui ferait quelque part que la sécurité sociale n'a quand même plus le budget qu'elle veut pour le dépenser, mais devrait gérer la carence de budget. Qu'en est-il effectivement là des dernières négociations? Je n'ai pas trop suivi. Et est-ce qu'effectivement on a plafonné le niveau des dépenses possibles pour le futur? Voilà, et deux petites remarques, ce ne sont pas vraiment des questions. Mais la première, c'est, voilà, donc j'ai beaucoup entendu une opposition entre capitalisation et répartition, mais pas tellement le terme de retraite à 3 piliers. Et donc je vous propose de revenir brièvement là-dessus, parce qu'il me semble qu'au final, l'horizon de personne n'est d'imposer la capitalisation absolue, mais en fait, c'est un modèle de pension en 3 piliers qui a été créé en Suisse et qui est voilà, développé au sein d'une instance internationale. Et donc, je pense que c'est important de saisir ça. Et un deuxième petit élément concerne l'opposition souvent faite entre des réformes paramétriques et des réformes de système. Et là aussi, je pense que c'est important de pouvoir voir ces réformes dans le temps long et de saisir qu'en fait, l'addition de réformes paramétriques, elle provoque des changements de système substantiels. Donc voilà, je vous laisse réagir sur ces deux points. Sur le financement, donc effectivement, la question, elle est essentielle. Est-ce que, même si on a barré le système à points, le fait que le gouvernement et les politiques libérales en général essayent de plafonner le montant des recettes et donc de facto vont soit diminuer le montant de la retraite, soit faire travailler plus longtemps. Je rappelle que dans le mémorandum de la FEB, Fédération des entreprises de Belgique, leur revendication en 2004 déjà, c'était 70 ans. Et donc, si ce n'est pas via le système à points, c'est par un autre moyen. Alors, il faut bien avoir en tête qu'en 2017, le gouvernement a modifié la loi de financement de la sécurité sociale. C'est passé comme ça, hein, entre les gouttes. Or, c'est essentiel, ça. En modifiant la loi de financement de la Sécu en 2017, qu'est-ce qu'ils font ? Notre Sécu, à l'horizon 2024, toutes choses restant égales, elle est en déficit de 6,4 milliards. Mais il y avait un élément qui était ce qu'on appelle la dotation d'équilibre, qui permet d'équilibrer la Sécu, donc elle doit toujours être à zéro. Sauf qu'en 2017, ils disent, en 2021, c'est fini ça, dotation d'équilibre. On va réévaluer, mais en gros, c'est fini. Sauf si on amène des facteurs de responsabilisation, qui disent quoi ? Qui disent en gros, vous allez choisir quelle branche de la Sécu, dans laquelle branche de la Sécu il faut couper. Est-ce que c'est le chômage qui sera limité à 2 ans, demande de la NVA et d'autres ? Est-ce que c'est la maladie qui va encore faire l'objet de coupes ? Déjà plus de 3 milliards par de bloc, et ça il continue. Est-ce que c'est les retraites ? Évidemment, on sent que le chômage
Les soins de santé, le risque c'est de régionaliser ou de libéraliser, mais les retraites vont être sous pression maximale. D'où à nouveau la nécessité de revenir sur cette loi de financement. Parce que à côté de la dotation d'équilibre, il y a le financement alternatif qui ne suit pas. Le financement alternatif, c'était le principe qu'on avait de compenser les réductions de cotisation qu'on octroyait aux employeurs. Ça devait être compensé automatiquement. Comme chez vous, ça ne suit plus. Je cite un exemple, les warrants. Les warrants, c'est une espèce de produit financier, un produit dérivé, qui nous a mis dans la merde en 2008, et ça continue, qui dit votre employeur vous donne un warrant, vous travailleurs, travailleuses, et s'engage à ce que vous puissiez revendre un actif, une action, une obligation, un stock de marchandises à un prix fixé maintenant. Donc vous spéculez, vous attendez que ça monte, et hop, là, vous revendez à un moment. Ça concerne 4,5% de travailleurs, travailleuses, et ça coûte 1,7 milliard tous les ans à la Sécu. Donc, si on continue, et donc le financement alternatif ne suit plus ce genre de truc-là. Donc c'est par ce biais-là, par la modification de la loi de financement de 2017, qu'il nous amène dans ce que vous citez, à savoir ce plafonnement, et donc on doit en sortir. Pour venir aux deux questions qui ont été posées, la première sur les trois piliers, ce n'est pas neutre effectivement de parler de trois piliers, puisque c'est une vision normative qui vise en réalité à décrire un horizon à atteindre en disant, la norme, c'est d'avoir trois piliers. Et donc, comme une maison, vous avez déjà vu une maison qui tient sur un seul pilier? Non, il faut trois piliers pour que ça tienne. Donc, nous vous incitons à avoir votre pension légale, c'est bien gentil, mais à côté, vous devez avoir une pension complémentaire par capitalisation et encore une épargne individuelle si vous voulez que ça se passe bien pour vous. Donc, effectivement, il faut déjà démystifier cette histoire de piliers. Il n'y a pas de pilier pour les pensions. On peut avoir des systèmes de pension qui peuvent fonctionner sans capitalisation, sans second pilier. L'exemple français est le plus éloquent. Et donc je vante d'un côté l'exemple français pour dire en fait que c'est un système qui fonctionne essentiellement via les pensions légales, en fait, donc les pensions par répartition, mais pour leur indiquer aussi à nos amis français que si vous voulez un exemple dans le cadre de votre mobilisation, un contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est le modèle belge, c'est-à-dire un modèle dans lequel les pensions sont faibles puisqu'on tient compte de toutes les années de carrière et en plus on valorise pas assez les années de rémunération. Donc ça c'est quelques éléments techniques, mais donc on tient compte de toutes les années, donc mécaniquement, oui, effectivement, les pensions sont en baisse. Mais non seulement les pensions légales sont assez réduites, mais en plus, il y a un second pilier, donc par capitalisation, qui, lui, ne couvre pas tout le monde, est inégalitaire et ne génère pas les rendements que l'on attend, eu égard effectivement à l'état de morosité des marchés financiers auquel on avait fait référence là tout à l'heure. Et donc, bien évidemment, c'est un contre-exemple. L'exemple à ne pas suivre en Europe, c'est l'exemple belge. On nous a vendu la capitalisation, ça n'a pas fonctionné, et on se retrouve dans la situation dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire un système de pension légale faible et des capitalisations qui ne suivent pas. Donc ça, c'est le premier élément par rapport au pilier. Le deuxième point assez important aussi, c'est distinction entre réforme systémique et paramétrique. En réalité, je crois qu'ils sont souvent des éléments de langage, puisqu'en réalité, depuis que ce soit en France ou en Belgique, en France depuis la fin des années 80, en Belgique surtout depuis le milieu des années 90, on a procédé à des réformes qui ont touché en fait des aspects du système des pensions, mais avec des conséquences énormes. Quand on prend par exemple la Belgique, je viens de donner l'exemple de la revalorisation des années précédentes dans le calcul de la pension. C'est une petite réforme qui est passée vraiment entre les gouttes, pour prendre l'expression de Jean-François. C'est passé inaperçu, et ça a généré une catastrophe pour les pensionnés. Personne ne s'en est rendu compte. Effectivement, c'est une petite réforme. Alors, avec les réformes systémiques, la particularité, c'est que c'est un grand coup d'accélérateur. On bascule. Voilà. C'est là, je pense, la grande distinction entre les deux. Mais dans les deux cas, la conséquence est la même. C'est le désastre pour les pensionnés. Alors, juste sur... alors, je ne sais pas si c'est 3 piliers, 2 piliers chez nous, mais sur l'histoire de la capitalisation, il y a un exemple dont je pense qui est significatif en ce qui nous concerne, c'est qu'on a eu, il y a quelques années, la généralisation des complémentaires santé. C'est-à-dire que... on avait un système où dans certaines entreprises, sur la volonté de l'entreprise, par négociation avec les syndicats, etc., il y avait la mise en place de ce type de complémentaires. Et en fait, on a eu donc généralisation de ça, en sachant que dans le même temps, tout le système des mutuelles tel qu'il existait en France
je veux dire, a été aligné sur les lois européennes sur la question des assurances. Donc en fait, on a en même temps des mutuelles qui étaient à adhésion volontaire, qui se sont transformées quasiment et qui ont fait des partenariats d'ailleurs avec les assurances, etc. Et donc on a véritablement un système aujourd'hui pour ce qui concerne la maladie qui est et les soins de santé, plus de les soins de santé en fait, qui est véritablement où la part de la sécurité sociale est réduite et où on a y compris un coût de ces complémentaires santé qui est un coût qui va en augmentant, notamment avec les dernières promesses qu'a fait Macron. Et en fait, ce qui est important aussi sur la situation en France, c'est que on est toujours dans un système de répartition, etc. Mais on a eu en fait voté au mois de juillet une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui encourage le développement de la capitalisation. Et en fait, pour tout ce qui est des hauts salaires, comme ce qui avait été dit, on a l'encouragement à la mise en place de systèmes de complémentaires retraite. Et dans les faits, on peut très facilement imaginer que ce qu'ils ont fait sur la question de la complémentaire santé, ils généralisent demain des systèmes, alors y compris sur la question du caractère inégalitaire de ça, sur les complémentaires santé dans les grandes entreprises. Les systèmes sont beaucoup plus avantageux que ce qui se négocie dans certaines branches, dans le monde de l'animation ou des associations, etc., où vraiment les droits sont très, très faibles. Et on peut très bien imaginer aussi que ça en rajoute aux inégalités sur cette question-là. Et bon, sur l'affaire paramètres, système, je suis d'accord. Je veux dire, l'introduction de la décote chez nous, ça avait véritablement été une transformation extrêmement importante, progressive, systématique, etc. C'est des choses dont on se sort plus maintenant, qui sont présentées de façon systématique. Je veux dire, il y a effectivement des choses comme ça. Et par ailleurs, nous, ce qu'on a dit, qui est un peu notre réponse à cette chose-là, c'est aussi, on disait, ni retraite à point, ni droit en moins. Donc, c'était un peu le résumé de l'affaire au début. Si je peux encore ajouter quelque chose, parce qu'il faut prendre un peu de recul. Si on regarde ce qui s'est passé depuis les années 70 jusqu'en 2008, c'est qu'en fait, on a eu, comme on l'a vu, une baisse des salaires, la part de la valeur ajoutée vers les salaires a baissé, une grande partie est allée chez les actionnaires. Ces actionnaires ont de plus en plus joué, pas dans des réinvestissements pour augmenter la production, la productivité. Ils ont fait de plus en plus d'opérations financières et de spéculation. Et donc, elles ont généré de plus en plus d'activités financières qui ont été la cause de 2008. Et depuis 2008, votre dette publique mondiale a explosé. C'est-à-dire que vous êtes passé dans les pays européens ou quoi, à une dette publique autour de 80, à une dette publique qui se rapproche de 100% du PIB. Avec des taux d'intérêt bas. Ça veut dire que si un jour ils se relèvent, toute une série d'États comme l'Italie ne sauront plus les payer, et même peut-être la Belgique va avoir des vrais problèmes. Et ça se fait aussi parce qu'au fur et à mesure des années, les États font de plus en plus de cadeaux aux entreprises, de cadeaux aux multinationales et de cadeaux aux revenus, des réformes de l'impôt des successions aux États-Unis ou en Angleterre et autres, qui fait qu'en fait, la dette publique, elle va structurellement augmenter, et donc il y aura toujours des pressions sur la sécurité sociale et pensions tant qu'on est là. Parce que l'argent, il est là, mais il est concentré dans certaines mains. Et la manière dont les institutions financières ont spéculé a amené à la crise de 2008, mais elle a aussi amené toutes ces institutions financières à lorgner sur les pensions comme une autre manière de profiter, en fait, de générer de nouvelles activités. Donc, les attaques sur les pensions, elles viennent du fait que le secteur parasitaire financier veut encore gagner plus parce que suite au problème de 2008 et à ces problèmes de trouver des nouveaux débouchés qui rapportent, elle a de plus en plus de mal de la fait de la situation qu'elle a créée en 2008. Et ça, le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est pas seulement s'attaquer aux pensions ou s'attaquer à la sécurité sociale, c'est comprendre qu'aujourd'hui, les entreprises et les actionnaires prennent une part croissante de l'économie au détriment des travailleurs et qu'à un moment donné, ça nécessitera une riposte tôt ou tard. Voilà, je suis désolé, mais on est vraiment court sur le temps, donc je fais de la micro-gestion du temps de parole, et c'est pas notre mantra, mais on va vous mettre un peu en compétition. On va prendre une dernière question, donc ce sera celui qui lève le plus vite son doigt. Voilà. On
on a, disons, très brièvement parlé du problème écologique qui me semble quand même fondamental. On est dans un système capitaliste qui crée des problèmes. Bon, rien qu'à ce niveau-là, disons, par ce système extractivisme, productivisme, consumérisme, disons, on risque d'avoir des effondrements au plus grave et une érosion au moins grave. Bon, on voit déjà même ce qui se passe, la manque de résilience du système économique avec cette histoire de coronavirus, où les médias, par leur rôle d'amplification, créent une psychose collective qui a des effets sur l'économie qui n'existerait pas s'il n'y avait pas cette amplification. Parce que pour le moment, l'épidémie, en termes de pourcentage, c'est ridicule le nombre de gens qu'elle atteint, quoi. Enfin, dans les effets négatifs, quoi. Donc, voilà, enfin, ce qu'on dit, l'épidémie, c'est toute une histoire, mais enfin, pas revenir là-dessus. Et pour moi, je me dis, ce qui manque dans l'exposé, c'est justement comment créer un système plus résilient, avec une économie de fonctionnalité, comme on dit, qui fait qu'on garde 20 ans une imprimante et on n'est pas obligé de la remplacer tous les ans. Enfin, il y a la question des GSM, de toute la technologie où ça n'arrête pas. Bon, c'est les transports aussi. Disons, c'est vrai que le problème des maisons de retraite, ça devrait être nationalisé, si je puis dire. Bon, tout ça. Bon, moi, je pense que si on veut vraiment avoir un système social, il faut sortir du capitalisme et créer autre chose. Le système des retraites, donc c'est une ponction donc, de la richesse, enfin, pas de la richesse d'ailleurs, mais des salaires. Mais en effet, ça met en jeu tout ce qu'on veut faire comme société et comment est-ce qu'on s'arrange ensemble. Alors, au niveau des économistes, il y a plusieurs réponses à votre question qui ont pu être formulées. Je pense notamment aux analyses de Bernard Friot en France sur tout ce qui est salaire à vie. Et plus généralement, les courants un peu qui s'intéressent à la question, je le dis au sens large, du revenu universel, par exemple. On pourrait penser à des choses de genre. Il y a aussi un tas d'économistes qui s'intéressent à la question de comment organiser ce qu'on appelle, là encore, je le dis vite parce qu'il y a tellement d'opposition dans ces courants que je préfère le dire vite, de la décroissance, ce genre de choses. Mais en effet, on ne peut pas simplement penser les retraites toutes seules, je pense. Il faut en fait penser le problème beaucoup plus généralement. Et en effet, ça remet en cause quasiment les structures capitalistes, puisqu'en réalité, le système des retraites, c'est quasiment un système qui sort du capitalisme. C'est un système où justement, on va finalement communaliser une partie des ressources que l'on crée en commun, qu'on va gérer nous-mêmes. En réalité, c'est un peu un système communiste, si j'ose le mot. Sauf que les capitalistes qui étaient bien présents dans les institutions étatiques qui l'ont mis en place en 44-45 sont assurés que les actionnaires et les bénéfices des entreprises ne feraient pas partie de ce financement-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est un peu compatible avec le capitalisme. Mais effectivement, moi, je pense aussi, il y a des courants, moi je suis marxiste, je pense que la seule issue, ce sera un jour de renverser le capitalisme. Voilà. Je ne pense pas qu'on pourra corriger ça dans le cadre du système. Je pense que ça a été une illusion que les gens ont eue à un moment donné où les capitaux ne pouvaient pas bouger sous Bretton Woods et où il y avait un certain contrôle de l'économie. Mais c'était une période très particulière de l'économie qui s'est faite entre la Deuxième Guerre mondiale et les années 60. À partir du moment où les paradis fiscaux et les multinationales ont fait le transfer pricing, c'était la fin de l'État-providence. Les gens ne se rendaient pas encore compte, mais maintenant, on en subit les conséquences. Oui, je voudrais juste ajouter un tout petit mot. Désolé, Martin, si je suis trop longue sur la réponse. Mais en fait, c'est pas vraiment... cette question, c'est plus général. C'est-à-dire que j'ai un peu peur qu'en sortant de ce genre de débat, tout le monde repart chez lui en se disant, ben voilà, enfin... C'est foutu, de toute façon, on est en train de se faire avoir de tous les côtés. Et quand on regarde la situation en France, on a un peu l'impression, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais qu'en effet, on se fait avoir de tous les côtés, la fonction publique, les services publics, bon, les retraites, etc. etc., etc. Alors, effectivement, la conjoncture n'est pas forcément favorable, pour l'instant. Mais je pense qu'il faut se rappeler qu'on n'a pas perdu. On n'a pas perdu, parce que on n'a pas perdu d'abord parce que le 49.3, donc par exemple dans le cas de la France, certes a été activé par le gouvernement, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de tout. D'abord, ce n'est pas la fin des débats. Puis, par exemple en 2006, le 49.3 a été activé pour la réforme du CPE contre la première embauche, et finalement la mobilisation, voilà, a fait reculer. Donc bon, on n'a pas perdu pour ça.
Bon, on n'a pas perdu aussi parce que la mobilisation qu'on a vue en France, c'est la plus forte depuis mai 68. Donc quand même, c'est quand même pas rien mai 68 en France. C'est quand même un gros truc. D'ailleurs aussi en Europe. Donc là, on a surpassé 1995, pardon. Donc c'est quand même pas rien. On n'a pas perdu aussi parce qu'il faut bien se rappeler que ce que le droit a fait, le droit peut aussi le défaire. Donc là, certes, si on se prend un coup sur la figure, on pourra toujours faire autrement. On n'a pas perdu aussi parce qu'en 1945, quand le système de retraite a été créé en France, il faut aussi se rappeler qu'on partait à partir de rien. Le pays était plutôt, on peut dire plus ou moins en ruine quand même. Et on avait à l'époque un rapport capital-travail qui était effectivement très favorable aux travailleurs, puisque le capital s'était mouillé dans la collaboration, évidemment, bon, comme dans beaucoup de pays européens. Donc on n'a pas perdu pour un certain nombre de raisons. On n'a pas perdu aussi parce qu'on ne peut pas perdre, in fine, on ne peut pas perdre tous ces acquis, voire ces conquis sociaux. On ne peut pas les perdre. Un jour, on va bien finir par avoir une mobilisation d'ampleur qui renversera ce foutu système capitaliste. À terme, on y croit. On n'a pas perdu parce qu'à terme, on va gagner. Bon, c'était un formidable mot de la fin. Du coup, je vous invite tous à aller prendre un verre en haut à la buvette. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci.